Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on fait un récap tardif, mais un récap quand même de l'UFC 297 qui s'est passé le week-end dernier à Toronto, au Québec, au Canada. Au Québec, non, rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. J'avais envie de le dire avec l'accent. Et donc, c'était à la Scotiabank Arena. Donc voilà, retour tardif parce que la vie fait qu'on a eu des petits problèmes d'organisation, surtout sur la prise de notes, parce que vous le savez, on a une réflexion à chaud, mais on aime bien faire le débrief à froid en revoyant plusieurs fois les combats. Il y en a qui sont plus faciles à revoir que d'autres, mais c'est pas grave, on essaie quand même de les revoir. Ouais. Et donc voilà, ça a mis un peu de temps. Et puis en plus, il y a un élément cette semaine, c'est qu'il y a les Europes. Je l'ai gardé juste pour faire ça. Je l'ai pas enlevé juste pour faire ça. Les Europes IBJJF qui sont à Paris. Donc voilà, J'aurais j'y dû te dire, étais. on enregistre dans 3 jours, tu ne te serais même pas lavé. Si j'aurais dû y retourner pour remettre un bracelet, tu vois. Donc ouais, non, c'est pour ça. Là, aujourd'hui, j'étais présent aux Europes pour soutenir quelques potes à moi. Donc, et puis pour l'événement, hein, maintenant que ça se passe à Paris, on va pas bouder notre plaisir. Donc voilà. Donc c'est pour ça, on enregistre un peu tardivement, mais c'est pas grave. Ça sera un podcast nocturne qui sera mis dans la nuit. Et puis voilà. Ouais, En pour tout ce cas, premier UFC numéroté de l'année. exactement. Et pas des moindres, hein. Je vais dire Et qu'on pas, n'a pas pas été le déçus. meilleur. Moi, j'ai pas été déçu parce que je m'attendais à rien. Et donc, quand on s'attend à rien, on n'est jamais Ouais, c'est déçu. vrai, on peut pas être déçu. Donc ouais. Comme d'habitude, vous nous connaissez. On n'est pas des aficionados des cartes préliminaires, donc on va la squeezer. De toute façon, on l'a pas regardé, donc on pourra pas en parler. Donc c'est comme ça. Il faut vraiment il y ait des combats qui nous intéressent pour qu'on mette le nez dedans. Bah là, on va pas se mentir, hein, mais vu déjà l'UFC que c'était, on n'a pas été creusé dans les tréfonds de cette carte. Donc, Ouais. euh, donc on va commencer avec la carte principale. Ouais. Et le Voilà. premier combat, pour le coup, c'était le combat qui me hypait le plus, moi, sur la carte. Hormis le main event. Et je suis d'accord. Moi aussi. Moi aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de me motiver à mettre mon réveil à 4 heures du matin pour pouvoir me lever, parce que sinon, j'aurais été peut-être tenté de le mettre à 6 et de regarder après C'est en vrai. replay le C'est vrai que reste. c'est pas con, hein, en vrai, de la part de l'UFC, de mettre un gros combat, parce que c'est le plus gros combat de la carte, hein, hormis le main event, de le mettre en ouverture de carte. C'est Bah pas ouais. bête. Ça motive les gens à venir tôt, je pense, même dans le public, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc après, je sais pas, parce que peut-être pour nous, c'est le plus gros combat, mais après, peut-être pas pour tout le monde, tu vois, ça dépend. En tout cas, c'est un combat qui a tenu ses promesses. Pour le coup, alors c'est pas un combat extraordinaire non plus, mais pour le coup, tu prenais du plaisir à le regarder parce que il y avait de la stratégie, parce qu'il y avait de l'adaptation, parce que on a eu de la boxe, parce qu'on a eu de la lutte, parce qu'il y a deux personnes qui ont essayé de trouver une faille au style de l'autre. Donc Ouais. pour tout ça, c'était très intéressant. Et parce qu'il y a eu aussi un peu de scramble et tout ça. Et donc, on a adoré ce combat. Donc, on va faire, comme d'habitude, on va faire global jusqu'au co-main, et puis on va faire round par round à partir du co-main event, parce que sinon, vous nous connaissez, c'est pas un podcast de 2 heures, mais de 5 heures, si on s'amuse à tout décortiquer. Donc, on va essayer de rentrer dans le détail, mais en étant dans la globalité du match. Et déjà, entre les deux, ça a été une grosse guerre, hein, pour le coup, avec un Allen Non, on n'a même qui a pas fait dit le un. combat. C'était Arnold Allen contre Movsar Evloev. Exactement, bien sûr, mais tu sais, ça va tellement de soi, en Bah fait. oui. Parce que vous avez regardé l'UFC, forcément, si vous écoutez le débrief, c'est que vous avez regardé l'UFC. C'est que vous savez de quoi on parle, au moins. Donc voilà. Donc effectivement, il y a eu un Harold Allen qui a fait un gros travail au corps avec ses poings et son middle. Il avait une garde, alors je pense que c'était pour anticiper un peu la lutte Oui. d'Evloev, mais une garde où il avait la tête très penchée en avant. Et déjà, c'est quand on parlait de game plan, tu vois, ça fait partie en fait des adaptations possibles pour l'adversaire. Ça fait déjà partie des trucs qu'on peut remarquer. Ouais. Déjà, il commence bien sur la pointe des pieds. C'est en mouvement. Il reste pas Mhm. statique. Comme tu as dit, penché en avant. Donc, ouais, tout était prévu pour anticiper la lutte. Oui, oui, oui. Déjà de pas rester dans l'axe, de toujours se désaxer, de venir boxer et toujours prendre un angle pour éviter de se faire shooter en fait tout simplement, ou avoir le temps de réagir du moins. Il est gaucher,
pour le coup. Et son overhand du gauche, donc sur le jab d'Evloev, il fonctionnait pas mal. Ça, on sent aussi que ça a été travaillé parce que on a un Evloev qui, lui, pour le coup, est un peu plus académique dans sa boxe. Enfin, tu sais, j'avais l'impression, je l'avais noté plus tard, mais je vais le dire maintenant, tu sais, dans le style, on dirait un mini Khabib, tu C'est sais. exactement ça. C'est exactement la sensation que j'ai eue en le voyant. Ouais. C'est avec ce très Même dans droit, son tu sais, attitude, en avançant, ouais, avec exactement. la petite feinte de tête comme ça, Il tu boxe sais. mieux. Et il boxe mieux, bien sûr. Bien sûr, il boxe mieux. Mais il lutte moins bien. Donc il faut le Alors, il, compenser. il lutte très bien, mais il n'a pas vraiment de contrôle au sol. En tout cas, dans ce combat, il nous a pas montré. Après, Allen, c'est solide, hein. C'est Oui, solide, oui, mais oui. il n'a pas eu de très bon contrôle au sol. Ouais. Non, non, il lutte très très bien, effectivement. Mais oui, c'est dans le. Quand je dis il lutte moins bien, en fait, c'est que derrière, quand La Khabib il mettait la main transition, sur toi, ouais, tu tu vois, passes au-dessus. derrière, il te contrôlait, il t'isolait les jambes, il te mettait une grosse pression, tu te retrouvais dos à la cage et tu pouvais plus du tout te relever. Tu Mm. vois. Donc là, c'est moins le cas du côté des Vloef. Bon, après, c'est normal, hein, c'est des catégories. Pardon. Des catégories plus basses aussi, donc forcément, le rapport de force, il est moins important. Mais Evloev, en tout cas, il nous a montré un super timing en boxe, surtout avec sa droite. Donc, c'est vraiment ce point droit qui a fait du dégât. Bah, de toute façon, hein, quand on est droitier contre gaucher, en C'est le général, bras arrière. c'est le bras arrière qui fait du dégât, qui trouve son chemin. On l'a vu d'ailleurs, notamment avec le knockdown qu'il a mis dans le deuxième round. Hein. Ça part du point arrière. Hein. Et vraiment avec un bon timing, c'est-à-dire qu'il prend Allen dans son attaque et il lui envoie avec beaucoup de puissance. Alors, knockdown, il ne Non, tombe pas, mais par c'est contre, il force. surtout, en premier lieu, c'est le jab qui le sonne, hein. C'est le jab qui sonne Allen. Ouais, mais c'est la droite qui ouvre. C'est la droite qui ouvre, mais Ouais. c'est quand il prend la droite qu'il fléchit les jambes. Après, il prend le crochet Hum, derrière de la droite. oui. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sent pas le dessus, Allen. Tu sais, c'est au moment où il rentre qu'il prend le jab. Et tu sens que. Par contre, sacré menton quand même, parce qu'il était quand même assez sonné. Il prend une grosse Ouais. droite derrière et il récupère bien. Ouais, ouais, très clairement. Mais de toute façon, mais voilà, c'est ce que je disais. Hein. Vraiment, c'est le timing. Il a beaucoup de rapidité dans les points. Mm. Enfin, tu sais, tu sens qu'il est explosif, tu vois, dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans sa lutte, mais même dans sa boxe. Tu vois, tu sens que ça part très très vite. Euh, donc le timing aussi, il était très bon avec sa lutte, pour le coup. Bon, ça, on le savait déjà, hein, de toute façon, hein, qu'il avait une lutte qui était très bonne. Maintenant, ce qui m'a impressionné, c'est sa petite adaptation sur le fait que Allen arrivait à stopper sa lutte, c'est-à-dire quand il prenait le single leg, à rester équilibré, à retourner à la Mhm. cage, à sortir sa jambe et tout ça. Il y a une petite adaptation en cours de route où, tu as vu, où il est passé, ça m'a Passe fait dans le penser dos. à O'Malley contre Petroyan. Tu sais, où il est descendu très bas, mais Ouais. pour remonter tout de suite dans le dos. Et Elle est magnifique, cette c'était séquence. magnifique, mais magnifique, magnifique. Où il vient ceinturer derrière. D'ailleurs, très bonne réaction d'Allen qui, tout le long du combat, a fait ce qu'il fallait faire, en fait, tout simplement, parce que quand tu as un bon lutteur comme ça face à toi, venir essayer de sortir d'un point de vue académique, c'est-à-dire mettre les hanches en avant, pousser sur les mains, essayer de rentrer le coude à l'intérieur, revenir face, c'est compliqué. Tu tombes sur un mec qui a toutes les armes pour désarçonner ça. C'est ça. Donc, quand tu peux pas faire de l'académique, bah tu fais de la fantaisie, entre guillemets. Mais c'est pas de la fantaisie parce que la sortie qu'il a mis en place, là, de rouler comme ça, et c'est pas de rouler n'importe comment, en fait. Quand on regarde bien, il roule pas en avant, il roule de Non. côté, tu sais. Et comme s'il faisait, alors pour ceux qui font du jiu-jitsu brésilien, une orange, tu sais, où tu roules d'une épaule à l'autre. Bah, il jetait de côté pour pouvoir, en fait, embarquer Allen avec lui, pour Et embarquer Bloev. Evloev avec lui. Et là, il y a deux solutions. Soit il suit et donc tu as une chance sur deux de te retrouver au-dessus de lui et de reprendre le contrôle. Soit il lâche parce qu'il n'a pas envie de suivre et dans ce cas-là, bah, tu peux fuir. Soit, bah, comme ça a été le cas, tu peux aussi profiter, si jamais bah, ton adversaire te le permet, de rentrer un peu tu sais, ta jambe entre les jambes de l'adversaire pour créer Mm. aussi un levier supplémentaire. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, on est sûr que Evloev ne peut pas l'amener plus que ça. En tout cas, il a besoin de prendre le temps pour contrôler. Et donc, ça fait gagner du temps, ça crée de l'ouverture, ça crée du jeu, Du et donc mouvement. ça permet en fait de sortir. Et ça a été bien suivi hein, par Evloev. Hein. À chaque fois, il suivait à la perfection. Tu sens qu'il est Ouais. habitué à ça aussi. Ouais. Mais ça permettait en fait à Allen de se relever. Et derrière, il faisait intelligemment, ce qu'il faisait, c'était de mettre ses coups de coude, tu sais. Ouais, d'ailleurs, je pense que ça, c'est une erreur, hein, de Mosvar. Parce qu'à chaque fois, il prenait les coudes. Sa tête, elle n'était pas sécurisée. Elle était trop Ouais, sur le côté. C'est pas ouais, normal qu'il ouais. prenne autant de coups de coude.
En fait, elle était trop sur le côté parce que dans son style, tu vois, il a besoin d'être presque perpendiculaire pour pouvoir faucher, en fait. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? non, je suis d'accord, mais le problème, c'est que lui, il restait. Enfin, tu mets ta tête, tu sécurises ta tête, et quand tu décides d'amener, tu la sors, tu vois. Lui, Ouais, il avait tout le temps la tête à l'extérieur. Il attendait de prendre 3 4 coups de coude pour rentrer sa tête. oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en tout cas, tu voyais qu'Allen, il avait des solutions. Alors, effectivement, je pense qu'il avait prévu ces coups de coude-là quand il était ceinture à l'arrière. Et quand il était de face, cette fameuse technique qui est tellement à la mode aujourd'hui, et parce que, à raison, parce qu'elle fonctionne, la Ninja Choke, qu'il a tenté par 2 fois. Une première où c'était un peu, ouais, c'était un peu téléphoné, donc elle n'était pas du tout engagée. Mais la deuxième, dans le round 3 où là, il l'attaque véritablement parfaitement bien. Où, franchement, tu as la réaction d'Evloev un peu la même, d'ailleurs, même pas qu'un peu, la même qu'avait fait Covington, Covington. lutteur. Ouais, sauf que Covington était sorti plus dans un meilleur timing que lui. Lui, ça a été un peu tardif. Ça a été vraiment en réaction parce qu'il a dû sentir la pression se mettre sur sa gorge et il s'est Je jeté pense, pour je pense tourner. qu'elle était plus verrouillée, celle-là. Elle était Ouais, bien c'est ça. verrouillée, hein. Ouais. Et parce que justement, le timing, il était moins bon. Tu vois, Covington, il a réagi instantanément. Dès que les bras étaient installés, tu vois, il a tourné. Mais la situation, elle n'était pas la même. Il me semble que Covington, c'est quand il met la pression à la cage. Oui, Et là, je crois que c'est sur une entrée en lutte de Evloev. Ça veut dire qu'il engageait, il avançait en plus dedans, il s'est empalé, il est rentré dedans, tu vois. C'est sur exactement. un single, c'est sur une défense. D'ailleurs, ça a été quand même une erreur, hein, parce qu'il aurait pu défendre classique. C'est quand même un risque, et je pense que ça va de moins en moins marcher. Comme toutes les techniques en fait qui fonctionnent pendant un temps, il va y avoir une adaptation à ce niveau-là. Eh Les mecs, ben ils non, vont mais comprendre, ça y est. l'adaptation, elle est déjà faite. On en parlera tout à l'heure, mais Bueno Silva, tu vois, Ouais. par exemple. Donc, euh, donc oui, non, non, c'est sûr. C'est comme tout. Et en plus de ça, c'est pas une technique qui est dure à défendre. Tu vois, ne serait-ce que déjà dans ton placement, déjà de base, dans ta position, déjà tu peux déjà l'anticiper, entre Mm. guillemets. Et après, on l'a vu là avec cette technique où tu viens faire, tu sais, le crocodile, là, où tu vas te tourner sur toi-même. Enfin, quand je dis crocodile, c'est parce que tout le monde aura l'image, si vous avez déjà vu un crocodile attaquer sa proie, où il vient rouler sur lui-même pour arracher le membre, tu vois. C'est un C'est peu la ça. même chose. Donc, sauf que là, c'est toi, c'est ta tête que tu arraches quand tu tournes, mais bon, c'est pas grave. Et donc, tu as cette technique-là, ou alors tu peux juste aussi venir t'asseoir entre les jambes de l'adversaire et puis le balancer. De toute façon, la saisie, il ne pourra pas la conserver non plus. Donc tu as plusieurs façons de sortir. Et de plus en plus, c'est travaillé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même un danger. Et ça reste quand même une technique quand elle est placée qui est verrouillée avec beaucoup de force, en fait. Parce que quand tu regardes Allen, effectivement, Evloev, il a roulé, donc il a réussi à se mettre sur un angle où l'étranglement ne passait plus. Mais il a réussi à conserver la tête jusqu'à, je crois qu'il se relève d'ailleurs à ce moment-là, quand il la prend. Il arrive à se relever. Ou Non, s'il se relève non, pas, non. non, il se relève pas, mais Ça en tout cas, tourne. Il il y stabilise a, pas, Evloev. Tu sais, il c'est passe en ça. nord-sud, Allen il revient, ça tourne un peu et il se remet Ouais. debout. Et il se Il se remet remet debout. debout très bien Oui, même d'ailleurs. oui, donc il finit par se remettre debout. Ouais, Mais c'est grâce au temps qu'il a gagné aussi avec cette ninja ouais. choke où justement il essaie de se relever, il lui reste accroché. Et en fait, c'est très intelligent parce que plus Evloev va mettre de l'énergie à se relever, plus il va se relever haut, entre guillemets, Mhm. et plus tu auras du temps pour toi après, bah, tu auras de l'espace et du temps pour te relever aussi. Donc c'est pas mal hein, quand même. Cette technique, elle est quand même pas mal. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a vu aussi bah, une bonne adaptation de Allen aussi au sol, enfin un bon travail de Allen au sol pour pouvoir se relever. On sent qu'il y a eu un accent qui a été fait là-dessus. J'ai noté, tu sais, dans le round 2 où il est pris, enfin, tu sais, il tombe, enfin, il fait chuter Evloev et il arrive dans la demi-garde. Et ce Ouais. contrôle de Allen de la main, tu sais, du poignet, pour empêcher en fait Evloev de venir prendre des contrôles, par Des exemple. contrôles forts au niveau du trapèze, etc. Au niveau de la C'est nuque. ça, exactement. Soit en crossface, soit. Je pense que ça aurait été plus. Attends, que je dise pas de bêtises, parce que j'essaie de me refaire l'image dans la tête. Il a contrôlé la main qui était la plus loin de lui, donc c'était s'il était revenu pour contrôler la tête, tu vois. Ouais, Pour faire enfin, face à la tête, tu vois, le bras face à la tête en espèce de crossface, pour contrôler en fait en bras-tête après derrière. ouais, pour le mettre sur le dos, quoi.
Exactement, pour lui mettre les épaules au dos et les épaules Au sol, au sol, tout simplement. au dos, ouais. Pas au sol. On a compris. Enfin, c'est le dos des épaules qui vont mettre. Bon, vous avez compris, quoi. C'est de l'anatomie première année. Et donc, ouais, il vient bien contrôler le poignet, ce qui lui permet en fait de prendre même un appui, parce qu'en fait, il faut comprendre que quand tu viens planter la main de ton adversaire dans le sol comme ça, et ben en fait, tu t'appuies sur cette main aussi pour pouvoir te relever. Mm. Et c'est super bien fait. C'est très intelligent. Ça a été fait directement, mis en place directement. Donc, ça veut dire que ça a été parfaitement travaillé. Ça Non, m'étonne pour le pas. coup, c'est Allen, top. on le sait, hein, c'est très solide. En plus, il est au Tristar, donc on sait que c'est carré. Sur ces Ouais. points-là, c'est carré. Oui, ils ont une grosse capacité d'analyse des adversaires. Ouais. Et en termes d'évolution, on a parlé de celle-là, mais de l'adaptation, en tout cas dans le combat, il y a surtout Evloev. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est l'évolution d'Evloev dans le combat. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté sur son gameplay initial. Voyant que Allen, il avait la tête en avant, au bout d'un moment, il s'est mis à mettre des coups de genoux sautés. Ouais. Tu vois. Et ce qui me faisait beaucoup penser à Khabib aussi. Tu vois, Ce qui fait penser à tous les Eh lutteurs, oui, en fait. c'est Tous les ça. lutteurs à l'aise et qui n'ont pas peur des takedowns, en fait, qui savent qu'ils vont défendre. C'est ça. Ou tous les mecs du jiu-jitsu, les mecs à la Oliveira, tout ça, qui peuvent se permettre de faire des coups de genoux sautés comme ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'était intelligent, tu vois, de mettre en place. Tu vois que la tête, elle est en avant. Allez, on envoie le coup de genou sauté. Et derrière, en plus, ça permettait en fait de faire relever la tête d'Allen et il envoyait son anglaise derrière. Hmm. Donc, c'était parfait parce que tu sentais que c'était pas que. L'idée, c'était pas que, tiens, si j'ai Que le coup de un genou. coup un coup de genou chanceux, tu vois, je vais le mettre KO. Non, c'était, je vais te faire relever la tête parce que j'ai besoin, soit pour t'attaquer dans les jambes, soit pour te boxer. Mhm. Donc c'est pas mal. C'était pas mal. Franchement, j'ai apprécié le move et j'ai apprécié l'adaptation en cours de route. Le gros fait de match, l'énorme fait de match, c'est la série de coups de genoux. Parce que Ouais. ça, on peut pas ne pas en parler dans ce combat. Donc, Allen qui défend un takedown, qui prend le front headlock et qui derrière envoie 4 coups de genoux d'affilée à la tête d'Evloev, Demosvar, ouais. ouais, dans le troisième round. Et donc, là où normalement la règle, c'est si on a 3 appuis fermes au sol, et je précise ferme au sol, c'est-à-dire avec la main bien en appui au sol et les 2 pieds ou les 2 genoux, à partir de ce moment-là, on n'a pas le droit de frapper à la tête. Mais là, ce qu'il a fait, il a joué avec le règlement, parce que quand il y a un règlement, on peut jouer avec un règlement, Mhm. en redressant la tête justement d'Evloev pour que la main se décolle du sol à chaque fois que son genou venait percuter la tête. Donc, normalement, coup de genou légal. Alors, tu vas mettre un bémol parce que tu m'as dit que je En, te Ontario, lance. Je te en lance. Ontario, Je te fais un passe-plat. visiblement, même si les doigts touchent, c'est interdit. Ouais, ouais, ils ont gardé l'ancienne règle. C'est ça. Ce qui est C'est ça. pour moi une aberration parce que à partir du moment où tu es dans une organisation, tu vois, enfin, tu acceptes les règles, enfin, tu acceptes une organisation, tu acceptes son règlement, tu vois, les adaptations. Tu vois, même nous, Français, et pourtant, Dieu sait qu'on fait chier sur plein de choses, tu vois, on n'a pas gardé ce truc-là. C'est-à-dire, on a C'est accepté vrai. le règlement comme il se doit. Alors, on a des particularités franco-françaises, c'est-à-dire que, par exemple, pour qu'un Français rentre dans la cage, donc il doit avoir le En coach, il faut qu'il ait des BMF2. diplômes. Ouais. Voilà, il faut qu'il ait le grade vert et le BMF2. Et quand tu es un étranger, ils ont demandé que tu puisses montrer patte blanche et montrer que tu as une expérience, tu vois, que tu prouves d'une expérience dans le MMA. OK? Ouais. Donc ça, c'est la particularité qu'on a fait, mais c'est plus comment dire, comment je peux dire ça? Euh, ah, de légitimité, c'est ça le mot que je cherchais. Légitimité de quelqu'un qui rentre dans la cage. Il faut qu'il ait une certaine expérience, soit par un diplôme, soit par son ancienneté dans la discipline. Mais on n'a pas fait chier avec cette histoire de règlement. De toute façon, ce règlement C'est de la merde. prête à confusion. C'est de la merde. Là, ça a permis de faire un fait de match, c'est-à-dire que Godard a arrêté le combat et a laissé Evloev récupérer par chance. Il l'a pas disqualifié Allen, mais c'est un gros fait de match parce que pour le coup, ça aurait pu être la fin du match. Ouais, parce que la saisie, elle était forte, hein. Ouais. Et En donc, il fait, en on sentait fallait pas pas beaucoup Evloev, plus, quoi. il n'était pas sur une sortie, tu vois. Non. Il était vraiment pris dedans. Les genoux, on sentait qu'il faisait mal. D'ailleurs, il l'ouvre hein, tout de suite. Mm. Donc ça veut dire qu'il touchait bien, bien.
Ouais, c'est clairement un fait de match, hein. Ouais. Alors Je après, suis ça pas sûr qu'il arrivait. en prenne plusieurs derrière, hein. Non, après, ça arrivait à la cage, donc tu avais moins aussi cette possibilité, tu sais, de. Parce que là, ce qu'il y a, c'est comme lui D'armer. reculait, l'autre il armait. Enfin, tu vois, c'était facile. Il y avait une distance pour le genou qui s'impliquait. Maintenant, pour moi, le fait de match, il n'est pas sur le fait qu'il puisse en mettre encore 2, 3 derrière, parce que je pense qu'arriver à la cage, ça aurait été beaucoup plus compliqué, mais c'est sur le fait qu'il lui laisse un temps de récupération. Ce temps de récupération qui te permet de te remettre les idées en place. Parce que là, pour le coup, même s'il avait mis, allez, peut-être un coup de genou en plus, mais que derrière, il commençait à sortir des coudes, des frappes, des machins, et puis que le temps Mhm. que Evloev, tu sais, un contrôle à la cage et une série de crochets, par exemple, tu vois, Ouais. ça aurait pu arrêter le combat. Donc c'est un peu ça, c'est un peu privé Allen d'une victoire potentielle, parce on peut pas dire qu'il aurait gagné, hein, c'est pas, personne ne peut le dire, parce que personne n'a, il faudrait qu'il y ait le multiverse, tu sais, qu'on puisse aller voir une réalité parallèle. Mais Ouais, en tout non, mais cas, en fait, c'est hyper particulier parce qu'il arrête. S'il arrête, c'est qu'il juge que c'est illégal. Si ouais, c'est illégal, normalement, Allen, il prend un point de pénalité, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu quatre. 4. Ouais. Donc, ouais, c'est très bizarre. Moi, je vous dis ce que j'ai pensé au moment de cette action. Je pense que cette règle prête à confusion, qu'il y a, à partir du moment où il y a un moyen de jouer avec le règlement trop facile, c'est que la règle, elle est pas bonne, tu vois. Donc, soit tu acceptes que, soit enfin, non, c'est même pas ça, il y a même pas de soit, en fait. Pour moi, la règle devrait être, à partir du moment où tu as les genoux au sol, il n'y a pas de frappe à la tête. Enfin, les genoux et une main, tu vois, par exemple, il n'y a pas de frappe à la tête. À partir du moment où tu es sur tes pieds, il y a frappe à la tête. Tu vois, je vois pas en fait que ta main soit collée, pas collée. Je vois pas en fait en termes de dégâts, en termes de traumatisme, ce que ça change. Ça change rien. Ça reste un coup de genou à la tête. Que ta main elle soit posée au sol ou qu'elle soit pas posée au sol, quand tu prends ton coup de genou dans le front, Ouais, c'est la je vais même te dire chose. que c'est le même traumatisme. Donc, euh, donc voilà. Et même, je vais même vous dire mieux. Je pense que arriver au sol, tu sais, si tu prends un coup de genou de côté, si les deux sont au sol, je pense qu'il a moins d'impact que quand tu es dans cette situation-là. Mais Enfin, que clairement. le dégât il est moins fort. Donc pour moi, c'est une aberration, c'est une connerie. Qu'on interdise les coups de genoux, tu sais, qui viennent sur le sommet du crâne. Là, tu as une implication sur les cervicales directes. Ça, d'accord. À partir du moment où le coup de genou, Il est il est dans de la côté, face. il est de côté, tout va bien. Qu'il soit au sol, qu'il soit debout. Après, debout, à partir de, enfin, alors, au sol, genou au sol, soit on interdit complètement, tu vois, que le mec a les genoux au sol, soit on interdit complètement, soit on Mhm. accepte le coup de genou de côté, et pas tu t'es en nord-sud ou en fronted lock, tu sais, t'envoies tes genoux. Par contre, à partir du moment où tu es debout, que ta main soit posée, que tes doigts soient posés, que, je sais pas, que tu même que juste l'envie de poser, et que, c'est pas grave, tu es debout, tu es sur tes pieds, Ouais, tu je suis prends ton coup de d'accord. genou, c'est fini, on n'en parle plus. Et Tu vois, il y aurait plus de débat. mais oui, en fait, le problème, il est là. C'est que pour une fausse impression de protection du combattant, parce que là, pour le coup, pour ce cas-là, c'est une fausse impression de Mais protection même, du combattant. ça l'avait fait dans le combat Valentina, je crois, de Valentina Hmm. contre Grasso. Oui. Il y Ou a une Grasso phase lui comme met les ça. coups de genou, oui, mais Ouais, elle lui décolle la main. Et il n'y a pas eu d'arrêt de l'arbitre. ouais. Donc c'est pour ça. Mais Valentina Ah, était surprise. Parce qu'elle bug, elle regarde l'arbitre en mode qu'est-ce qu'elle fait? mais oui, mais Parce que parce que même les combattants, les. ils sont même pas au courant de ce qu'ils peuvent faire ou pas, parce que c'est une règle de merde. Non, mais c'est pas ça, c'est que la plupart des combattants, ils connaissent pas Ouais, le ils connaissent pas règlement de la leur règle, ouais, propre c'est vrai. sport. Voilà, on va pas se mentir. Euh, C'est pas Non, faux. mais c'est vrai, c'est vrai. Là, on le sait très bien. On en a déjà parlé. De Non, mais toute pour le façon, coup, les règles ne sont pas claires. mais Les les règles règles ne sont sont pas pas claires. claires. En fait, il faut des phases qui sont bien identifiables, tu vois. Donc pour moi, même si, admettons, allez, tu dis, tu as les genoux au sol, tu as les deux genoux au sol ou un genou au sol. À partir du moment où tu as un genou au sol, que tes mains elles touchent ou qu'elles touchent pas, tu n'as pas le droit de mettre deux coups de genou à la tête. Tu vois. Ouais, je suis Si à d'accord. partir du moment où tu es sur tes pieds, sur tes deux T'es pieds, sur tes pieds, on peut partir du principe que tu es dans une phase où tu te relèves, donc voilà, t'es debout, quoi. voilà, c'est ça. Voilà, pour moi, la règle, ça serait ça. Tu as un genou au sol, il n'y a pas de frappe. Tu as zéro genou au sol, tu peux frapper. Allez, comme ça c'est clair. Au moins, c'est visuel. Tu vois, un genou au sol, c'est visuel.
de toute façon. Et tu peux pas jouer avec ta main. Tu vois, tu peux pas dire, je pose un peu, est-ce En que fait, j'avais deux je phalanges, pense trois que phalanges? la grosse difficulté de ça, là, c'est que mets-toi à la place du combattant qui est de côté, tu vois pas le genou de ton adversaire. Tu vois pas s'il touche le sol ou pas. Ça se Hein? trouve, admettons, t'es en turtle, je suis sur le côté, d'accord? Ton Ouais. genou droit, il est décollé du sol. Il frôle le sol. Est-ce que je peux mettre, je sais pas si je peux mettre les genoux ou pas. Je vois pas. Non, mais non, non, je suis pas d'accord avec toi là. Non, Pour tu le vois coup, pas. La main, tu la non, vois. non, c'est pas ça. C'est que c'est pas une question tu vois ou tu vois pas. C'est qu'à partir du moment où tu es sur tes deux pieds, ta ligne de hanche, elle est beaucoup plus haute que si tu es sur un genou. Tu vois, tu vas pas, il faut être con de prendre le risque si tu sens que la ligne de hanche, elle est basse. Enfin, tu vois, et que tu vois pas le genou. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu sais très bien quand tu te mets en quadrupédie, que tu te mets en chevalet, tu sais, où tu as tes deux mains au sol et tes deux pieds au sol, tu vois que ta ligne de hanche, tes fesses, juste l'orientation de tes fesses, l'angle que prend Non, mais moi, tes je hanches. pense que les Non, combattants, ils vont adapter à ça. Quand ils seront en turtle, ils décolleront le genou. Ils vont trouver une position pour décoller le genou. Et toi, tu vas mettre des coups de genou, tu vas te faire sanctionner. Non, c'est même ça, au non, final, c'est. non, c'est plus compliqué. Tu m'expliques comment tu peux faire? Tu vas quoi, le ceinturer à la hanche et puis lui lever les hanches et puis mettre le coup de genou en même temps? C'est même pas possible. C'est Mais facile de non, non, prendre un c'est pas ça front. que je te dis. Je vois pas ce que tu veux dire C'est en le fait. mec qui est en dessous. On se comprend plus. Exactement. C'est le mec qui est en dessous qui va décoller le genou. Enfin, qui va poser le genou, qui va décoller le genou. Tu sauras jamais si son genou il est posé ou pas. Mais comment tu peux? C'est pas la même chose qu'une main. La main, la main, ouais, on est dans un débat là, ça y est, on est parti pour 2 heures de débat. La main, c'est facile. Tu as juste à attendre ou plier le bras. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mhm. le mec te redresse un peu, c'est de l'ordre du centimètre. Le genou, on est de l'ordre de la dizaine de centimètres quand même, hein. Enfin, quand je dis la dizaine de centimètres, une demi-jambe. Enfin, tu vois la différence. Une demi-jambe. Ton tibia, il fait combien? Il fait 30, 40 centimètres. Mais si je prends Euh, appui, j'ai appui sur mes mains, je suis sur mes pieds. Je peux oui. décoller mes genoux de quelques centimètres. Mais quel Je peux les intérêt pour poser. toi? Quel Oui, pour intérêt moi, tu as à aucun. décoller tes genoux? Non, mais c'est ça que je veux dire, parce que là, en fait, tu pars du principe que c'est le mec qui est censé prendre les coups de genoux qui va les décoller ou les coller. Tu vois? Ouais, mais pour moi, en fait, ça reste complexe parce que le mec, il va mettre les coups de genou à la tête, il voit pas la position des genoux. Non, mais après, c'est à lui de pas être stupide. C'est-à-dire, franchement, enfin, vous voyez tous, hein, dans la situation, par exemple, un FLOF, on comprend très bien, même si tu vois pas ses genoux, qu'il n'est pas à genoux. Oui, parce qu'il est Mais complètement debout. parce qu'il est complètement debout. Mais donc, la situation, ça sera toujours la même. Quand tu es à genoux, ou proche d'être à genoux, tu vois très bien que ta ligne de dos, elle est beaucoup plus parallèle au sol et qu'il y a un angle quand tu n'es plus sur tes genoux. Tu vois? Après, si tu es con à prendre le risque, quand le mec, il a la ligne de dos qui est presque parallèle au sol en se disant peut-être que les genoux touchent pas, parce que j'ai dit même un genou, hein. J'ai pas dit les deux genoux, même un genou. Donc, à partir de ce moment-là, enfin, c'est que tu es con. C'est que tu es con, c'est que tu as envie de prendre un risque inutile. Donc après, ça, c'est ton problème. Mais c'est quand même beaucoup plus clair que l'histoire de la main. Moi, ça reste complexe. Ça prête encore à confusion et en Mais fait, alors, autoriser les genoux au sol et fin de l'histoire. ah oui, non, toi, t'es pour revenir Stomp, Soccer Non, ah Kick. non, non, pas stomp. Les coups de genou au sol. Comme tu l'as dit, hein, un coup de genou en clinch debout fera plus de dégâts qu'un coup de genou au sol, hein. Oui, oui, oui. Bah, au pire, oui, au pire, au pire. Mais bon, en tout cas, on le fera au club entre nous. Faites-le entre vous, tu verras que il y a aucune ambiguïté. On le fera parce que là, je pense que tu visualises pas le truc. Vas-y. Tu sais, j'ai réfléchi la chose, mais on le fera demain. Et tu verras que je te mettrai moi les coups de genoux et toi tu Ok, mettras les genoux au sol. Ok? Et à ça partir de marche. ce moment-là, tu verras qu'on verra l'angle. Il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir ton angle et tes horizons. Donc bon. En tout cas, ça a été un super combat pour le coup. Alors, Allen, lui, ne s'est pas plaint de la décision hein, pour le coup. Et il n'y a pas à s'en plaindre parce que, alors, on n'est pas d'accord là-dessus sur l'analyse en deuxième lecture, mais moi, je voyais Allen vainqueur en première lecture en me disant putain, il s'est fait voler. En pensant que sur le round 1 et sur le round 3, il avait fait plus de dégâts. Et le round 2, bien sûr, avec le knockdown, tu peux le donner à l'aise à FLOF. Maintenant, en relecture, je vois un round 1 qui est très équilibré en boxe, même peut-être un petit peu au-dessus en termes de dégâts de la part d'FLOF, mais surtout avec des phases de lutte d'FLOF. Donc pour moi, je lui donne le round pour ça. En fait, c'est sur le round 1 on n'est pas d'accord, toi et moi. Ouais, moi je le donne à Allen. Après, on est d'accord. Le 2 il a Mosvar. Et le 3 il a Allen. C'est ça. En tout cas, les juges, eux, ils ont eu une décision unanime avec un 29-28 x 3 pour FLOF. Donc, ils remportent la décision.
Ouais. Ben, beau pas en avant. Il était classé 9e. Allen, il est 4e. Donc, je crois qu'il est rentré dans le top 5 là. Mosva. Si ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était ça, il est rentré dans le top 5. Ouais. Après, il dit qu'il est prêt pour le title shot. Non, Moi non plus, je pense pas. Je pense non, pas non. du tout. Non, en fait, en plus, c'est une KT avec vraiment des niveaux bien marqués, tu vois. Je suis Entre d'accord. chaque numéro, t'as un niveau au-dessus. Donc, non, non, faut gravir les échelons. Tu vois, Arnold Allen, il est très bon, mais il y a des Yair Rodriguez. Au-dessus, il y a des Max Holloway. Au-dessus, il y a des Topuria, des Volkanovski. Exactement. Exactement. C'est exactement ce que je me dis et pour l'instant, je le sens pas prêt à passer ces steps-là. Tu vois, sa boxe, Il y a même elle est pas Emmett, assez Josh aboutie. Emmett, ça serait un beau combat. Qui vient de mettre Ouais. un KO de fou, là. Il est bien Je suis classé en d'accord. plus. Non, non, sa boxe, elle est pas assez aboutie. Sa lutte, elle est magnifique, mais son contrôle au sol, on a vu qu'au sol, comme tous les lutteurs, en fait, enfin, comme beaucoup de lutteurs, ça pêchait. On l'avait vu contre Diego Lopez déjà. Donc, où Mhm. effectivement, par mental, il était sorti de pas mal de galères, mais il était rentré surtout dans pas mal de galères. Du pied Donc, de genou, là, c'était chaud, hein. ouais, donc c'est pour ça. Non, pour moi, et c'est pas encore. Il faut encore qu'il prenne de l'expérience, tu vois. Et je suis même pas sûr qu'un jour il aura les armes pour atteindre ce niveau-là, en tout cas avec l'état actuel du classement, tu vois. Ouais, je suis Après, il est d'accord. encore jeune. Il est encore jeune. Donc, à voir. Petite parenthèse, il y a eu Frankie Edgar juste après ce combat-là qui a été annoncé comme Hall of Fame. Donc, je sais pas si tu as fait attention à ça, mais Si, un petit si, big si. up. J'ai fait un petit warning comme ça parce qu'il le mérite, hein. Un des grands noms de l'UFC, donc c'est pas mal. Bon, c'est tombé un peu comme ça, tu sais. Tiens, dans le public, ça y était Hall of Fame, ils l'ont ramené quelque part. Moi, je m'attendais à ce qu'on lui mette la veste sur les épaules et tout ça. Non, non, il est juste parti quelque part. C'est tout. Et on l'a pas revu. Il est jamais revenu. Et il est jamais revenu. Hall of Fame, c'est la fin de ta vie. C'est pas la fin de ta carrière, c'est la fin de ta vie. Donc voilà. Bref, c'était une parenthèse. Combat suivant, Chris Curtis versus Marc-André Barrios. Ça, c'est un bon nom de Québécois, ça, par contre, pour le coup. Ouais. Pouf, Oh, je te laisse commencer. pouf, pouf. Ah, mais quel combat de merde. C'était laborieux. C'était très laborieux. Alors, c'était un combat qui était serré, hein, pour le coup. Pour moi, je l'ai trouvé même très serré, Ouais. avec un à toi, à moi sur 3 rounds. On a un Barrio qui touche beaucoup avec sa droite et son middle. Bah là, pareil, hein, c'est gaucher contre droitier, donc forcément, on va retrouver les mêmes codes qu'il y a eu sur le combat précédent. Euh, il trouve le bon angle sur un Curtis donc gaucher, comme je disais. Curtis, lui, il touche avec son crochet du gauche qui passe au-dessus de la garde de Barrio. Il a beaucoup de réussite avec son jab aussi et ses coups au corps. C'est marrant, hein, tu sais, Allen, tu vois, Mhm. le gaucher c'est à peu près c'est les mêmes armes, hein, de toute façon, on réinvente pas le fil à couper le beurre à chaque fois, hein, c'est toujours les choses qui marchent. Dans le round 2, il commence à sortir un peu les coudes. Donc voilà, je parle de Curtis, De hein, il Curtis, commence ouais. à les coudes en remontant. Bah, il est plus petit, hein, de toute façon, donc il vient, il passe par en dessous comme ça, il met son petit coup de coude. Entre le round 2 et le round 3, t'as Nixie qui lui demande du rythme, mais c'est Et il y Barrio en a qui pas. va. Bah, c'est Barrio qui va accélérer quand même dans Ouais, le ouais. round 3. Parce qu'il est plus varié, en fait. Ouais. Il a des kicks, Euh, il a de l'anglaise. ouais. Maintenant, tu sens qu'il fait pas forcément de dégâts, quoi. Bah ouais. En fait, il va casser la distance dans le round 3, il va venir au clinch et avec son collar tie, il va placer des uppercuts, il va sortir ses coudes, il va sortir des genoux. Il a sa droite qui continue à toucher, mais on a un Chris Curtis quand même qui trouve quand même la mesure de la boxe de. Tu sais, on sent qu'il Mhm. a plus d'expérience, hein. Ouais, c'est ça, Donc il l'a géré. il l'a Il l'a géré. géré sans prendre de risques. Ouais, il va mettre beaucoup de crochets au corps pour lutter contre le collar tie, comme il est plus petit. Dans la poche, il va beaucoup utiliser ses coudes avec succès. En fait, il va être légèrement plus efficace. Il va mettre un peu plus de frappes significatives C'est ça. et ça va lui permettre d'aller gagner cette décision partagée avec un 29-28, un 30-27 et un 30-27. Donc voilà quoi. Ouais. Bah, Bon, la décision, elle est logique, hein. Il en fait juste un tout petit peu plus que Barrio. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Mais le franchement, combat, il s'est pas emballé du tout. Il n'y a eu aucun non. changement de rythme de Curtis. En fait, tu sentais qu'il voulait pas finir, hein. Il était là, il voulait assurer son truc.
il voulait pas ou il pouvait pas. Enfin, tu sais, Ouais, ouais. t'as Ouais. Barrio qui avait annoncé qu'il accélérerait à la fin, c'est ce qu'il a fait. Mais bon, ouais, non, c'était pas. Alors, il y avait du mouvement, hein. On va pas se mentir, c'était pas un combat où il se passait rien. Il s'est passé des choses, mais il s'est passé la même chose sur 3 rounds, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça, c'était plat. Aucun ouais, changement de rythme. Donc, en fait, c'est le genre de combat où quand tu regardes le premier round, c'est bon, tu peux passer à autre chose parce que les rounds qui suivent, c'est les mêmes. Mm. Donc c'est pour ça, par chance, c'était pas un co-main ou un main, parce que sinon, bah, on aurait fait 3 fois le même, le même discours, quoi. Bref, on peut tourner la page de ce combat-là, parce qu'on va pas perdre de temps plus que ça. C'est pas un combat qu'on va vous inviter à aller regarder si jamais vous l'avez pas vu, ou à revoir si jamais vous l'avez vu. Hop, pardon. Et donc voilà. Neil Magny contre Mike Malott. Alors ce combat-là, moi je l'attendais. Je l'attendais pas mal. Parce que déjà deux mecs qui gèrent le sol. Parce que Mike Malott avait montré la dernière fois la soumission, une belle soumission qui avait été mise en avant par Gordon Ryan avec La le high guillotine, wrist, ouais. ouais, la guillotine high wrist où tu viens avec une main, enfin tu sais, rentrer, coller la main entre l'épaule, entre ton Ouais, buste et l'épaule de ton adversaire. C'est une guillotine qu'on a testée après par la suite et qui effectivement est très très puissante quand tu arrives à l'installer. Pas facile à installer, mais une fois qu'elle y est, ouais. bah, tu peux plus sortir. Encore plus avec les gants de MMA. C'est ça. Donc il avait attiré mon œil et je sais qu'il avait attiré le tien aussi. Ouais. C'était l'occasion de voir un peu plus de ce Mike Malott. Donc voilà. Un Mike Malott Qui qui commence bien, hein. installe ouais, tout de suite un travail surtout de calf kick et puis même de chasser un peu à la jambe. Enfin, tu sens qu'il veut s'attaquer à la jambe de Neil Magny. Ouais. Alors, soit il est ouais, en chassant en front kick, il mettait des tips en Hmm, fait au niveau de la cuisse. Et c'est ça. ouais, les calf kicks, il lui a fait mal. Il a fait très mal à Magny, ça l'a beaucoup gêné. Et ça venait compenser en fait le fait qu'en anglaise, il n'arrivait pas à trouver sa distance parce qu'il y Ouais. avait un gros écart de taille. Donc c'était intelligent de venir travailler sur les calf kicks. Et surtout qu'effectivement, on sent que ça crée vraiment de la douleur à Magny très rapidement. Et ça l'a agacé aussi. Puisqu'il y a un moment où c'est dans le round 2 où il accélère en fait en shiftant, tu sais, en shiftant en gauche-droite, tu sais, en ligne directe. Mais ça a été très bien anticipé, en tout cas par Mike Malott qui C'est vient de ceinturer et qui l'amène quand au il sol. amène. Ouais, sur la première amenée au sol. Ouais. Donc, il l'amène au sol, il y a du jeu, ça se relève, il arrive, en fait, il y a un moment, il se relève un petit peu, Mike Malott, et puis il revient tout de suite à l'attaque, il prend la position montée, il finit avec un grand endpoint de se rendre, avec des coups de coude. Donc, on sent que Il finit dans le fort. contrôle, il est très fort, que Neil Magny a du mal à sortir de ses positions, il a eu Moi, du j'ai mal à senti l'empêcher de monter. une différence de puissance grave, hein. Ouais. Même en lutte, hein, tu vois, quand il prend le body lock, tu sens il le fait tomber en puissance, quoi. Il a juste à le Oui, serrer, il le fait tomber. oui, parce qu'en Techniquement, fait, c'est c'est pas. vraiment pas fou. Merci. Voilà, c'est Techniquement, pas c'est pas fou. fou. Et ce genre de profil, tu sens que quand ça tétanise, quand ça commence à être fatigué, quand t'as plus la force et que la technique n'est pas là pour compenser, ça devient Mm. compliqué. Ouais. Enfin, technique, en tout cas, il n'est pas là en lutte. Parce qu'au sol, Non, non, au sol, c'est propre. il a des superpositions et tout ça. Enfin, Ouais, ouais. franchement, Non, c'est mais vraiment propre. en lutte, c'était vraiment de la pure puissance, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça, il l'a fait 2 fois, enfin, sur les attaques, tu sais, Mhm. de Magny, de venir, parce qu'il l'a refait dans le round 3. Et en fait, à ce moment-là, moi, quand je le vois la deuxième fois, je me dis, bon, bah, c'est bon, il a trouvé la mesure de Magny, il a trouvé la solution. Ça fait 2 fois qu'il lui prend la monte. Enfin, tu vois, Ouais, c'est le normalement, début de la fin. le combat, il est bouclé. Enfin, tu vois, tu sens Magny qui est un peu plus laborieux. Sauf que Magny, en fait, dans le troisième round, il a décidé de ne pas accepter cette fois-ci la prise de monte et il va tout donner, il va accélérer en fait justement euh, pour comment dire pour ressortir en fait pour essayer de récupérer sa demi-garde, tu vois, et il va la récupérer pour le coup et il va réussir à se relever. Mike Malott, il va garder le single leg, il va le ramener encore une fois. Il tombe dans la garde de Magny et là Magny fait un truc que j'adore visuellement mais que je ne veux pas subir parce que je sais les dégâts que ça peut causer. Alors même si là c'est rare d'avoir ces dégâts-là mais je l'ai pas vécu mais un de mes athlètes l'avait vécu en pancration à l'époque en équipe de France Quand il crochette où la cheville. exactement, en fait tu es dans la garde et puis en fait de l'extérieur tu viens crocheter les chevilles à l'intérieur et tu viens ouvrir et surtout quand tu as des jambes longues comme Magny, tu sais ça Mhm. ouvre très loin et j'ai un athlète qui s'était fait les croisés en fait avec juste ça, avec cette technique-là. Donc
Ça marche très bien, hein, parce qu'en fait, le fait de crocheter ici, ça crée de l'espace, ça permet de Ça casser la déséquilibre, structure, ça c'est déséquilibre. relou. C'est ça. Donc, tu peux pas frapper. Et surtout, en plus, derrière, bah, comme je disais, ça crée de l'espace pour revenir rentrer une demi-garde ou un crochet papillon ou n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est Mhm. un truc que moi, j'utilise en général que d'un côté pour rentrer mon crochet papillon en demi-papillon, tu sais. Et puis après on reprend le travail, tu vois. Et tu sens que ça l'a gêné. Et en plus, derrière, il va se relever en dogfight. Il va arracher Mike Malotte, ça va se revenir debout. En fait, dogfight, c'est quoi? C'est bras sous l'aisselle, parce que c'est vrai que je vous dis dogfight comme si tout le monde savait ce que c'était. Tu vois, C'est tout le quand monde tu va prends le s'imaginer un Weezer. combat de chien, tu sais. Et là, tu dis Weezer, c'est pareil, t'as perdu deux. Les gens pensent que c'est une technique de magie. Tu viens mettre le bras sous l'aisselle, tu viens prendre la hanche, d'accord, t'es dans la demi-garde, et en fait, tu cherches à te remettre à genoux dans une phase de lutte, en fait, en underhook, tu sais, et tu viens te relever avec ton adversaire comme ça, quoi. Donc voilà ce que c'est que le dogfight, en fait, c'est la position dans laquelle on est. C'est-à-dire quand on a le bras sous l'aisselle, en demi-garde et qu'on cherche à se relever. Ça, c'est le dogfight. Voilà, un petit peu de culture et de champ lexical du JJB. Derrière, il se relève, il l'arrache. Il y a Malotte qui prend la guillotine. Bah voilà, on sait, hein, c'est un habitué de la guillotine, donc il essaie de la prendre. Et Magni, qui sait parfaitement ce qu'il doit faire pour éviter de la prendre. Parce que Mhm. s'il chute avec lui, il sait que s'il tombe avec lui, il va tomber dans la guillotine. Donc il crée une accélération. Il ne le slame pas. Il aurait Ouais, très bien non. pu le slammer. Mais juste, il crée une accélération, en fait, pour que Malotte soit aspiré, tu sais, et qu'il le fasse tomber. Et puis derrière, il le Il le suit. suit dès qu'il Ouais. chute, ouais. Et c'est plus intelligent de faire ça parce qu'en fait, il reste dans un contrôle. Et c'est le fait de ralentir le jeu après au moment où il descend avec lui, ça fait qu'il reste dans le contrôle. Mm. Euh, et donc voilà. Après, il y a Mike Malott qui va tenter la clé de talon Ouais. directement parce qu'il sent C'est que c'est pas bon pour lui. c'est le Il va début de la s'enrouler dans fin. les jambes. Et c'est le début de la fin parce qu'en fait, on va se rendre compte encore une fois que quand tu viens attaquer la clé de talon un peu à l'arrache comme ça, que tu es dans la demi-garde ou dans la garde, enfin que le mec est au-dessus de toi et que tu viens t'enrouler dans les jambes, et que en fait tu n'as pas un angle, et surtout quand il y a la cage, parce que là encore il y avait encore la cage, Mhm. et que tu sens que tu vas pas pouvoir créer de la distance avec ton adversaire pour pouvoir justement lui tendre la jambe et aller chercher la clé de talon efficacement, c'est-à-dire en étant loin d'un grand endpoint possible de l'adversaire. Ce qui fait que si tu peux pas faire ça, en fait, tu restes en dessous de ton adversaire. Tu t'es toi-même isolé d'un côté, tu as isolé tes hanches, donc tu peux très peu bouger. Enfin, c'est facile de te garder dans cette position-là Ah, t'es pour ton bloqué. adversaire qui a plus à t'avoiner, en fait. Et en plus, tu prends des frappes lourdes. Parce que ta Oui, tête, elle est idéalement placée pour que tu prennes des frappes lourdes. et oui, parce qu'elle était en inversion, donc en fait, tu as le visage qui est complètement tourné vers ton adversaire. Et lui, il est très haut, donc il peut prendre beaucoup d'amplitude sur ses frappes. Et c'est ce qui s'est passé avec Magny, qui sait parfaitement gérer hein, cette attaque de clé de talon. Mais on l'a vu aussi, même avec un expert de la clé de talon à l'époque, avec Gary Tonon, quand il avait fait sa première chance au titre, où il avait attaqué il était dans cette même situation, il avait pris ce Ouais. même grand endpoint et il était tombé KO. C'est vraiment une situation qu'il faut éviter. En gros, vous êtes en dessous, vous attaquez pas la jambe, vous attaquez pas la clé de talon comme ça en s'enroulant en Kiss of Dragon un petit peu. Enfin, tu sais, non, tu fais pas ça. Tu rentres pas là-dedans. Tu vas Ouais, pas même rentrer assez là-dedans. compliqué. Ouais, ouais. Donc j'ai dit Kiss of Dragon, mais en fait non, c'est pas du tout ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'idée en fait, l'idée de s'enrouler. C'est-à-dire c'est pas la même situation, J'ai mais compris. c'est l'idée de s'enrouler. Et donc bah, il a pris son grand endpoint, il a pris son TKO en round 3 alors qu'il menait largement les deux premiers rounds Ouais, et peut-être même il finit en position montée. Il le finit en montée, ouais. ouais, À 16 ouais, ouais, secondes de la fin. c'est ça, c'est ça. Donc, mais parce que il est sonné en fait tout simplement par les premières frappes justement quand il est Mhm. en clé de talon et puis Ouais, il derrière il sait revient pas. jamais de là. C'est ça, c'est ça. Et tu le vois hein, parce qu'il revient jamais de rien de toute façon parce que derrière il reste allongé par terre. Tu sens que il est sonné, dépité. Enfin, il y a un mélange de tout quoi. Il y a un cocktail de tout qui fait que je suis même pas sûr qu'il va c'est à côté de l'arbitre au moment de la levée de la main de Magny. Je m'en souviens plus, mais je suis pas sûr. Je me rappelle plus non plus. Après, je pense qu'il y a aussi énormément de déceptions. Parce que le combat était pour lui. Ah C'est bah sur oui. une erreur qu'il perd, hein. Et c'est là où on voit toute l'expérience de Magny, hein. Oui, oui. Et c'est sur une erreur qu'il perd. Et en plus de ça, il perd devant son public. Parce qu'il faut savoir, en plus que, voilà, c'est comme on a dit, c'est le Canadien, quoi. C'est le régional de l'étape. Donc, pour l'instant, en tout cas, sur la carte principale, 3 Canadiens, 3 défaites, hein. Bah, c'est surtout qu'il y a eu 6 Canadiens, 6 défaites dans tout Ouais, l'UFC. Aucun n'a ouais. gagné. Je sais pas. J'ai Si, si, entendu. Alors, aucun n'a c'était gagné. en early prélim, peut-être.
J'ai écouté tout à l'heure nos amis de Café Crème Sport qui parlaient d'une Canadienne qui avait affronté une Brésilienne qui avait roussé la Brésilienne. Ok, alors peut-être en early prélim. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, là en carte préliminaire, moi je parle que de ce que j'ai vu. Aucun Canadien n'a gagné. Ouais. Ouais. Bref. En tout cas, Mike Malott n'a pas passé ce step, tout simplement. Pourtant sur un Nick Magny qui est vieillissant entre guillemets. Qui est en fin de carrière, on peut le dire, hein. Ouais. Qui est un Mais qui a bon beaucoup gatekeeper. d'expérience. Ouais. Eh oui. C'est Mais c'est vrai l'expérience que qui a. si tu le passes pas, ça met un gros frein quand même à ton ascension. Ouais. Et puis il a montré des limites, hein. Il a montré des limites en boxe. Parce que ne pas trouver la distance parce que tu es plus petit, c'est une chose, mais quand tu es bon boxeur, tu arriveras à trouver une fight. Tu frapperas au corps, tu frapperas, Ouais. enfin, tu vois, tu vas trouver des angles. Surtout quand tu as lésé les jambes avant. Parce que pour le Exactement. coup, il avait la crainte quand même des calfs après, hein. Dès qu'il voyait la jambe partir, il reculait sa jambe, donc tu aurais pu capitaliser en enchaînant en anglaise derrière, etc. Mm. Il y a pas eu ça du tout. Et puis on sent que Magny, en plus, c'est pas l'homme à changer de garde, tu vois. Ouais, il a essayé, mais il revient tout de suite dans sa garde. Non, c'est pas dans ses habitudes. Mais même en lutte, on a vu des limites. Donc, il y a que le sol, en fait, finalement. Donc, mais tu peux pas construire une carrière, en tout cas à haut niveau, je veux dire à haut niveau, dans le top 5 avec juste du sol. On l'a vu au fur et à mesure du temps. Le sol, c'est vraiment la chose qui vient en dernier parce qu'en fait, dans le maillon, c'est ce qui vient en dernier. C'est tu dois commencer par ta boxe et puis après, tu as de la lutte. Ou alors peut-être que tu vas foncer directement en lutte comme fait un Shimaev. Mais en tout cas, tu as deux aspects de combat qui viennent avant le sol. Mm. Tu vas pas tirer une garde. Tu n'en es pas en JJB, tu peux pas tirer la garde. Tu peux pas t'asseoir. Donc ouais, le sol en MMA, c'est ce qui vient euh, en dernier cas, quoi. Donc effectivement, si t'es que bon au sol, C'est derrière, mort, c'est quoi. compliqué. Bref, on passe au co-main event de cette UFC 297 avec Raquel, pardon, pas Rachel, c'est pas Rachel, c'est Raquel. Pennington contre Mera Mais un Bueno Bueno Silva. Silva. Et oui, Mera Kinder Bueno Silva. Pour combat pour le titre. Combat Combat pour pour le le titre. titre des Bantam, effectivement laissé vacant Par Nunes. par Nunes, Amanda Nunes, et effectivement. Et on a vu que il y avait Amanda Nunes, et puis il y a le reste du monde. Parce qu'effectivement, donc les deux étaient prétendantes à ce titre, mais ouah, quel combat laborieux. Quel combat laborieux, Ouais. pour le coup. Ah, ça a été très compliqué, hein. Ça a été très compliqué à voir. J'ai pas toujours compris, tu vois, l'intelligence de fight, tu Alors, vois, le Raquel fight Pennington, IQ. j'ai rien compris à sa Ah oui. stratégie. C'est ça, c'est d'elle dont je parle, mais même les deux, hein. Non, mais les deux, en vrai, les deux. Ouais, ouais, Fight mais IQ 0. le chemin de Pennington, il était clair. Ah oui, bien Il sûr. était très clair. Et elle a fait tout l'inverse. Maintenant, j'en suis même venu à me dire, est-ce qu'elle n'est pas blessée? Est-ce qu'elle n'était pas blessée Non, non, pour je adapter pense pas. pour essayer de s'adapter en plein combat, comme on avait vu, c'était qui? C'était Sandhagen. Je sais plus contre qui avait fait qu'un combat de lutte, justement, parce qu'il s'était blessé dans le premier round, tu vois. Mais ouais, j'ai pas du tout compris la stratégie de Pennington. Ouais, mais elle fait pas qu'un combat de lutte, quoi. Enfin, c'est juste que. Après, alors, j'ai pas compris son schéma, mais à la fois, et après on fera le round par round, mais à la Mhm. fois le fait qu'elle vienne à la cage en sachant que de toute façon, Bueno Silva lui a pas imposé une grosse résistance non plus. Il n'y avait pas de danger de fou hein, non plus hein, à la cage. Non. Le danger, c'était plus au sol putain, je me disais, elle a confiance quand même. Tu vois, on en parlera après, Ouais, mais en tout ouais. cas, à la cage, en termes d'écart de puissance, c'était plus en faveur de Pennington que de Bueno Silva. Bref, on va commencer avec le round 1 et avec une Pennington qui a, qui a pris quelques échanges et qui après quelques échanges, elle tente le single Le leg. single. Déjà, je comprends pas. Déjà, voilà, déjà de base. Contre une Bueno Silva qui est censée être meilleure qu'elle au sol. Mais c'est surtout que tu sens tout de suite qu'elle a l'avantage debout. Ça se sent qu'elle boxe mieux. Tu vois, c'est Hmm. clair. Dès les premiers échanges. Donc, le fait de tenter le single, Tu vois, c'est pour ça que tu parles d'adaptation si cas de blessure. Mais en vrai, enfin là, il n'y avait pas le temps d'être blessé, hein. elle s'est blessée sur le premier jab. Oh là là, contre le gros front de Bueno Silva. Tu sais. Non, Euh, franchement.
Non, Bueno Silva elle commence déjà à menacer avec son ninja choke. Et alors voilà. Et je vais le dire dès maintenant, parce qu'elle en a fait 1 milliard. 1 milliard dans le Tu peux combat. pas tu peux plus surprendre. Le Et c'est Ninja ça. Choke, ça surprend. Et le truc, c'est que en fait, elle s'est dit, voilà, j'ai eu Holly Holmes grâce à ma ninja choke. J'ai fait le tour du monde avec cette soumission. Tout le monde en a parlé. Et ben voilà, ça va être ma signature. C'est mort. Ah, mais c'est bon, tout le monde t'a cramé. Alors, je dis pas, hein, on voit qu'elle la maîtrise parfaitement. Tu vois, avec le menton, elle vient bien peser avec le menton pour ramener la tête et essayer de la mettre. Mais en vrai, tu voyais une Raquel Pennington qui avait préparé ça et qui restait très très droite, tu sais, qui vraiment faisait en sorte de ne pas se laisser tasser, en fait, tout simplement. Mhm. À chaque fois qu'elle était en contrôle à la cage, elle était jamais en contrôle à la cage au niveau de la ligne de hanche. Elle était toujours au niveau de la ligne d'épaule. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, en fait, ça ne fonctionne que si le mec est au niveau de la ligne de hanche. Dès qu'il est trop haut, C'est mort. à moins qu'il y ait un écart de taille de fou entre les deux, si vous faites à peu près la même taille, c'est fini, c'est mort, ça peut pas fonctionner. On a une Bueno Silva qui finit par amener et prendre le dos par 2 fois. Donc c'est très rapide, hein. Franchement, c'est vu ce qui s'est passé dans le combat. Les rounds, ça va être très rapide, ce qu'on va dire, hein. Une fois debout et l'autre au sol. Et j'ai pas compris quand elle était debout parce qu'elle a mis qu'un crochet pendant très longtemps. Ouais. Alors, tu avais Pennington qui, très intelligemment, pour éviter de se cramer les jambes, a collé C'est quand elle l'adosse à Bueno la cage. Silva à la cage. Et donc, j'entendais les commentaires RMC, tu sais, qui disaient, mais pourquoi elle fait ça? Mais parce que juste, ça te soulage tes jambes, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et puis, alors, ce qui manquait après derrière, c'était juste qu'elle fasse, vu qu'il y avait qu'un seul crochet, c'était juste de hop, faire un petit coup de La bascule pour la rotation. remettre perpendiculaire ou au pire perpendiculaire ou au mieux face à elle. Donc ça, c'était l'idéal. Mais bon, je pense qu'elle n'a pas senti un danger extraordinaire. Au sol, c'était un peu plus chaud. Mais bon, elle a géré. Elle a géré. Tu sentais que Bueno Silva, elle avait, je sais pas, il manquait quelque chose pour soumettre. Ouais. Plusieurs Dans fois, le elle s'est dos, elle avait retrouvée pas dans de le dos. solution. C'est ça. En fait, elle venait prendre la mâchoire. Effectivement, ça peut fonctionner, mais, euh, mais Pennington venait bien repousser. Alors, je ne sais plus si c'était sur celle-là ou sur l'autre Non, où c'est pas sur c'est comme ça celle-là. que ça s'est passé. Ouais, mais on en reparlera de toute façon, mais où elle venait bien pousser vers le haut, tu sais, le bras de Bueno Silva pour justement l'éloigner de son cou, hein, tout simplement. Mais il y a une solution quand l'adversaire fait ça, c'est de créer une rotation. Quand tu viens faire l'étranglement et que tu te retrouves au niveau de la mâchoire, elle avait bien le menton dans le creux du coude. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut voir Danaher premier niveau, tu vois, où il t'explique que tu viens, tu crées une rotation en fait, et en fait, effectivement, force est de constater que même quand tu es C'est au niveau du l'étranglement. menton, en fait, ça crée l'étranglement. À ce niveau-là, quand tu veux que ton style soit un peu plus un style du sol, tu vois, il y a des petits ajustements comme ça que tu peux mettre en place pour maximiser tes résultats, quoi. Bref. Round 2, tu as quelque chose à rajouter sur le premier round? Non. Non, non, t'as Non. tout dit. Round 2, Bueno Silva, en fait, dans sa manière de. Tu sais, elle cherchait le clinch. Elle Ouais. cherche le clinch. Et ça me faisait penser à Ronda Rousey contre Nunes, tu sais, qui vient à l'arrache. Elle venait à l'arrache. Elle Hmm. cherchait à attraper le coup, mais sans aucune protection, sans aucun setup. Et, Oui. Elle prenait énormément de frappes. mais grave. Mais c'était choquant même à ce niveau, en fait, de voir ça. Oui. Oui, il y a un moment aussi, ouais, c'est vrai ce que tu dis, il y a un moment, c'est vrai, je m'en souvenais plus. Elle, Maintenant que elle tu le était en dis, ça mode me revient. zombie. Tu sais, elle Ouais, avançait main en avant juste pour comme prendre le ça. Singer collar tie et ouais, Et le elle prenait menton à des la frappes. fenêtre, elle prenait des frappes. Après, sacré menton, hein, parce qu'elle n'est pas tombée, mais quand même, quoi. Ouais. Non, mais ce que j'ai noté, c'est qu'il y a eu un travail en jab qui s'est fait, qui a commencé à se faire de la part de Pennington. Effectivement, tu as Bueno Silva qui colle à la cage et essaie de placer les genoux, enfin, elle en place un peu plus. Mhm. Mais c'est là où on va commencer à voir une Pennington en fait qui va reprendre le contrôle de la cage à chaque fois, quoi. Pour ressortir et toucher dur avec son anglaise. En fait, tu C'est vas te ça. rendre compte dans le rapport de force. Alors, soit c'est le rapport de force, soit c'est juste que bah, elle n'était pas dans le fait de vouloir absolument conserver le contact. Et j'ai commencé à me dire au bout d'un moment, tu sais, elle se laissait contrôler dos à la cage parce qu'elle voulait, Elle voulait sa encore une ninja fois, choke. exactement. Et donc, elle faisait pas l'effort d'elle contrôler à la cage. Alors, soit c'est ça, soit c'est l'écart de puissance. Je peux pas dire si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais j'espère pour elle que c'était juste l'écart de puissance parce que sinon, c'est stupide. Enfin, pour le coup, c'est stupide parce que même aux yeux des juges, tu te retrouves en fait dos à la cage. Donc, si tu te retrouves Donc, t'es contrôlé.
Donc dans le si c'est contrôle. serré, C'est ça, on donne le round à ton exactement. adversaire. C'est ça. Dès que Pennington revient à distance en boxe, elle fait beaucoup de dégâts. Ouais, à la Mais, lune. c'est... Mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, elle revient collée à la cage Bueno Silva. D'ailleurs, Bueno Silva qui va réussir à reprendre le dos, encore une fois, qui va retenter le rear naked choke, l'étranglement dans le dos, le Mataleon. Ouais. T'as Pennington qui parvient à sortir et à basculer Bueno Silva. Donc, euh, donc voilà, ouais, je comprends pas la stratégie de Pennington à ce moment-là, quoi. Tu vois qu'en plus, c'est vrai que tu voyais vraiment qu'elle faisait d'énormes dégâts, quoi. Ben oui, Et qu'il n'y avait pas il y avait pas de, en anglais, il c'est y avait tout pas de rentré. remise. Il y avait pas de remise derrière de la part de Bueno Silva, quoi. Elle avait juste à garder le centre de la cage et à l'avoiner et ça se passait très bien. Donc là, elle a pris un risque parce qu'elle aurait très bien pu, parce qu'il était beaucoup mieux verrouillé celui-là. Ouais, et Justement, manque c'est celui d'efficacité quand même, hein, de Bueno Silva qui prend le dos dans le round 1, dans le round 2 et qui n'arrive pas à finaliser alors qu'elle était censée être largement au-dessus au sol. Bah, c'est ça. C'est ça. Round 3, gros dégâts en boxe. Bah, il y aura beaucoup de redites hein, de la part de Pennington qui oblige Bueno Silva à coller en lutte. Et c'est dû à toi, moi, encore une fois, dans le contrôle. C'est vraiment ça. C'est ce C'était que une j'ai valse. noté. C'était une valse MMA, quoi. J'ai mis clinch à la cage, à toi, à moi. Il n'y a eu que ça en fait. On est connecté, on est connecté. Bah, t'as quand même Bueno Silva qui projette avec un petit Ushimata, mais t'as Pennington qui se relève instantanément. Et elle retente encore une fois la Ninja Choke sur Pennington qui sort facilement, comme d'habitude. Bueno Silva tente de l'amener, mais Pennington prend la guillotine et force Bueno Silva à tirer la demi-garde par 2 fois. Donc ça, c'est pas mal, hein, parce que c'est une façon de sortir de la guillotine, enfin, tu sais, d'éloigner sa tête, donc de venir et de s'asseoir. Mais bon, est-ce Est-ce que que t'as c'est pas la d'autres meilleure moyens? façon? Est-ce que c'est la Voilà, meilleure façon en MMA? c'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'elle voulait, Elle voulait aller au sol. ouais, elle voulait aller au sol, en fait, c'est juste ça. Elle voulait l'amener, elle s'est dit, bon, bah, elle m'a pris la Oui, c'était tête, un ça sera prétexte un pour moyen de l'amener. tirer. Ouais, mais t'as une Pennington qui gère la fin du round, tranquille, quoi. Ouais, round Round 4. 4, Pennington domine toutes les phases du round, pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu. En fait, au fur et à mesure, on sent qu'elle elle prend l'ascendant de plus en plus. Enfin, tu vois, c'est elle qui Ouais, prend le contrôle du à combat. partir du round 3, tu sens vraiment que. Ouais, Bon, elle a tous les rounds quasiment, hein. Sauf peut-être le premier. Avec la. Si, elle l'a aussi. ouais. Ouais. T'as une Bueno Silva qui tente encore un étranglement arrière mais il y a Pennington qui se place en fait de côté pour sortir, tout simplement. C'est de se mettre perpendiculaire à l'adversaire en fait, de sortir les épaules, la ligne d'épaule, tu sais, ça permet de sortir. Là, pour le coup, elle le fait. T'as Bueno Silva qui tente. Alors, tu sais, c'est là où je disais tout à l'heure, en fait, elle est au sol. Bueno Silva, elle tente le juji, puis le triangle. Enfin, tu sais, elle tente un maximum de soumission. Et Pennington reste dedans. Alors, elle envoie son ground and pound, elle gère avec son ground and pound. Maintenant, pour moi, c'était quand même C'était un risque. dangereux. Bah ouais, parce C'était qu'elle dangereux. plongeait dans les soumissions, quoi. Alors, par chance, en fait, on se rend compte que Bueno Silva n'a pas une grosse réussite. Tu sais, c'est pas une experte de la finalisation, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle n'a Ouais, pas parce elle cet a tout instinct. tenté, hein. Elle a tout tenté. Ça commence par une. Elle est en kimura au début quand elle est dans sa demi-garde. Mm. Sauf elle peut pas tirer le bras puisqu'il y a la cage derrière elle, elle est adossée à la cage, donc elle peut pas étendre son dos pour tirer le bras. Elle a qu'à la force de ses bras, donc c'est très compliqué quand l'adversaire verrouille à l'intérieur de sa cuisse. Ouais. Puis après, elle enchaîne toutes ces soumissions là. Mais Le Juji, non, pourtant, était bien monté, hein. il était Le bien Juji monté. était très bien monté. Ouais, Il non, manque un non. truc. Il manque un truc. Et puis, alors, j'ai plus la défense en tête, mais je crois que c'est bien géré comme par Pennington qui ne se redresse pas tout de suite. Tu vois, elle tasse quand même. Non, Donc mais elle est voilà, consciente, j'ai plus tout le Pennington, hein. truc. Ouais, ouais, non, elle est consciente de ce qu'il faut faire. En fait, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour sortir, mais ça reste quand même un danger. Enfin, tu vois, moi j'ai toujours du mal avec les personnes qui envoient du grand end-pound dans une garde de quelqu'un qui sait comment monter les hanches pour attaquer une soumission, parce que tu peux avoir de la chance une fois, 2 fois, mais la troisième fois, tu peux te faire choper, quoi. Donc, Ouais. enfin, de la chance. Tu peux gérer une fois, 2 fois, mais en fait, tout dépend qui est en face de toi. Et moi, tu vois, de, C'est un risque de inutile. capitaliser dans ton expérience sur ces erreurs-là, enfin, tu vois, j'ai un peu de mal avec ça. Comme tous ceux qui apprennent à défendre le juji en MMA en mettant des frappes, tu vois.
Alors, ça peut marcher une fois, 2 fois, mais ça dépend qui t'as en face, encore une fois. Si tu as une personne qui a vraiment l'instinct de la soumission et qui sait parfaitement comment serrer ses cuisses et tendre, tu vas vouloir frapper et au final, le mec, enfin, t'as toujours le bras dedans, en fait. Et en plus, comme tu frappes, tu Ouvre. sais, tu as tendance à t'ouvrir et À puis à reprendre la redresser un distance. petit Ouais. peu, à reprendre de la distance au fur et à mesure parce que tu veux frapper de plus en plus fort. Parce que tant que ton bras il est pris, tu te dis plus je vais frapper fort et plus je vais réussir à sortir. Et en Mm. fait, tu frappes, tu es obligé pour frapper fort de te redresser et tu donnes le juji, par exemple. Donc, non, c'est assez compliqué, hein. Et c'est important de savoir sortir d'un juji. On l'a vu au KSW avec Ramzat Jambiev, tu sais, qui se fait soumettre par Je sais pas. Silva. Je Je sais crois que pas. je sais pas, j'ai plus le nom exactement. Bref, on s'en moque de toute façon. Il fait une erreur sur sa défense. Hein. Mais oui, en fait, il ne sait pas sortir d'un juji parce que il vient, enfin, quand on est pris dans un juji, il faut faire. Ouais, alors, voilà. Je remets les choses au clair. Pour sortir d'une clé, il faut comprendre quel est le mécanisme de cette clé. Une clé de bras en extension, dans le clé de bras en extension, il y a le mot extension, d'accord? Extension, ça veut dire que ton bras, il doit être tendu. À partir du moment où tu vas te redresser et donc tu vas tendre ton bras, à partir de ce moment-là, c'est que tu vas dans le sens de la clé. Donc, si tu veux pas que ton bras il soit tendu, il faut que tu le plies. Si tu veux qu'il plie, il faut que tu comprennes ce qui fait que ton bras va se tendre, c'est-à-dire qu'il va pousser avec ses hanches et il va tendre ses jambes. Donc, si tu veux pas que ça se fasse, il faut que tu tasses ses hanches, ses Je jambes, il faut replie. que tu Ouais. le tasses, exactement. Et après, tu te dis, Juji, c'est une clé de coude. Donc, qu'est-ce que je dois sécuriser en premier? C'est mon coude. Pour sécuriser mon coude, il faut que je le sorte. À partir du moment où il est plus en appui sur le pli de laine, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de clé. Tu fais un juji sur un avant-bras, ça ne fait pas taper. Donc, à partir du moment où tu as des personnes comme ça, que ce soit Pennington qui plonge dans le juji et qui commence à frapper et donc se redresse de fait, ou un Ramzat Jambiev qui se redresse et qui passe en plus sa jambe par-dessus la tête de l'adversaire comme s'il voulait sortir d'un triangle alors qu'il sort d'un juji, Il bah, se à partir de ce déséquilibre tout moment-là, seul. exactement, et tu vas dans le jeu de ton adversaire et donc tu risques la soumission. Par chance, Pennington, ça n'a pas été son cas. Par malchance, Ramzat Jambiev, ça a été le cas. Donc ouais, non, je vois, il y a quand même beaucoup d'erreurs, tu sais, c'est qui, moi, me gratte les veines à chaque fois quand je regarde des combats de jiu-jitsu, enfin de MMA, tu vois, de jiu-jitsu brésilien, quand je regarde des combats de MMA où je vois des erreurs et je me dis, ils ont de la chance que le niveau global du sol dans le MMA, il est moyen. Je vais pas dire faible, mais moyen. Et ça, c'est Ouais, une il y a des réalité. mecs très forts, mais sinon, le niveau, il est moyen. Ouais. Ah ouais. Et j'avais le débat en plus il y a pas longtemps avec deux personnes que je connais très bien qui font du jiu-jitsu brésilien et ils me disaient, on parlait de Benoît Saint-Denis contre Poirier qui me disait mais Poirier les ceintures noires. Ouais, mais ceinture noire à l'ancienneté. Tu vois, alors, on fait une digression de malade, mais vu le combat, de toute façon, il vaut mieux parler d'autre chose. Euh... non, mais c'est une ceinture noire à l'ancienneté, donc ça veut dire qu'il n'a pas le niveau d'une ceinture noire compétiteur, comme c'est le cas, ou même d'une ceinture noire véritable qui ne fait que du jiu-jitsu brésilien. Mais j'allais dire ceinture noire compétiteur comme c'est le cas d'un Burns, tu vois. Burns, il fera jamais Ah ces oui, erreurs-là, clairement. tu vois. Donc ouais. Donc travaillez votre sol. Il y a trop de personnes qui mettent de côté le sol dans le MMA. Mais c'est une erreur. Travaillez-le. C'est long, c'est Et quand on fastidieux, dit ça le fait sol, c'est chier. le sol pur. Le sol pur, bien sûr. Bien sûr, le sol pur. Parce que le sol MMA, en fait, et on avait ce débat-là, justement, avec les deux, Bogdan et Elliot, justement, pour les nommer. Je leur disais, mais en fait, c'est facile de paraître fort au sol en MMA parce qu'en fait, tu as juste des axes qui sont toujours presque les mêmes à gérer. Tu vois, c'est facile de donner un sol MMA à quelqu'un, à un combattant. Mais il faut faire du sol. Il faut faire du sol pour voir une multitude de Ça va situations. élargir les possibilités en plus. Exactement, parce qu'en fait, quand tu fais que du sol MMA, justement, tu es toujours sur ces mêmes situations que tu as vues rapidement. Donc, Mhm. c'est-à-dire remonter en dogfight, c'est-à-dire, tu vois, gérer la garde papillon, enfin, tu sais, avec ta garde papillon, tu sais, pour En te fait, le relever. En fait, schéma tu de cherches à te renverser, relever, en fait. te relever ou Renverser et renverser, relever. reprendre la top position. C'est ça. Et prendre des positions fortes, entre guillemets, pour envoyer ton grand endpoint. Mais, euh, mais derrière, quand tu tombes sur quelqu'un qui gère le sol, c'est important de savoir te repérer dans l'espace et pour ça, il faut bouffer du sol. Parce que c'est que quand tu vas tomber sur des mecs qui gèrent ce qu'ils font et qui vont t'attaquer dans tous les sens, où ça va tourner dans tous les sens, et ils vont t'attaquer soumission sur soumission, il n'y a que là, en fait, où tu vas comprendre ce qu'est véritablement le sol et quels sont les mécanismes véritables de sortie, tu vois, de Mhm. toutes ces situations.
Et c'est ce que tu n'as pas quand tu fais que du sol MMA, en fait, tout simplement. Bref, parenthèse fermée. Parenthèse fermée. 5e round. 5e round. Pennington remet la marche en avant. Bueno Silva se jette en sacrifice sur une clé de jambe, mais aucun contrôle. Donc Pennington prend la monte et elle prend le bras-tête. Et, Ouais, et il dure très longtemps, ce bras il tête. dure très longtemps parce qu'en fait, elle sort pas. En fait, elle reste en position montée. Donc quand tu peux mettre un bras-tête en position montée, mais il faut que tu exagères le fait de rentrer le bras très, très profondément. En fait, il y a vraiment un truc à faire en plus, c'est-à-dire tu peux vraiment rentrer la tête de ton adversaire, venir pomper là comme ça jusqu'à ce que tu rentres ton bras très profond, et pour en fait réduire encore plus le bras-tête. Donc, et en même temps, il va falloir que tu viennes, et ça c'est un petit détail, mais crocheter les jambes par-dessus. C'est les jambes qui étaient en dessous dans la montre, tu les Mhm. mets par-dessus pour pouvoir mettre une grosse pression avec ton épaule. Voilà. En général, c'est ce qu'il faut faire quand tu restes en monte. Sinon, il faut descendre. Elle n'a pas Ouais. voulu descendre parce que je pense qu'elle a eu peur de perdre sa position. Je suis d'accord, parce que pour moi, je pense que là, c'était vraiment stratégique. Elle savait qu'elle Ouais. l'avait pas. Par contre, elle savait qu'elle gagnait au point. Mhm. Donc, c'était l'occasion pour elle de tuer la ronde, en fait. Parce qu'en fait, c'était plus une position de contrôle qu'une tentative de soumission, hein. Ouais. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, c'est un truc qui peut pas durer longtemps parce que comme il n'y avait pas la soumission justement et que au bout d'un moment, bah, il y a Bueno Silva hein, qui connaît quand même un peu le sol, donc elle a réussi à tourner sur le côté et Elle l'a elle est. tenu quand même longtemps, hein. Oui, C'est juste qu'après, en fait, elle lâche la soumission. Enfin, elle lâche le contrôle pour mettre des frappes au corps. Tu sais, elle garde quand même un peu le bras avec sa tête qu'elle vient poser au sol. Mais après, ouais, Bruno Silva recompose. ouais, mais parce que tu tétanises au bout d'un moment à force de serrer. Parce que le bras-tête, on pense pas comme ça, mais ça te fait tétaniser très vite. Alors après, Ouais, on est à grave. 5, tu me diras, mais bon, tu peux tétaniser. Donc effectivement, elle tourne sur le côté pour sortir, elle recompose la demi-garde, puis la garde. Mais Pennington, elle finit Elle se fait avec allumer. le grand endpoint. Elle se fait Voilà. allumer. Bah oui. Donc décision unanime Pennington, décision très justifiée, combat très laborieux. On va pas se mentir, celui-là, je l'ai pas revu. J'ai pris des notes. Au moment du Froid. combat. Voilà. Mais j'ai pas eu le courage de le revoir. Il y a des combats comme ça. Enfin, et pourtant, il y en a qui ont loué le fait qu'il y a des combats de merde que j'ai revus 2, 3 fois. Mais là, non, là, je pouvais pas. Ah, là, je pouvais Écoute, pas. il y a Nunes qui a dit en interview qu'elle pensait de plus en plus à revenir. Je la Moi, je comprends. pense qu'elles ont du souci à se faire quand même. Parce Ouais. que de ce qu'on a vu là, c'est un autre monde. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, je la comprends, hein. Quand tu vois ça, tu te dis, en fait, elle a encore quelques années devant elle, hein, pour le coup. Ouais. Ouais, mais franchement, cette KT, de ce qu'on a vu là, même une Manon Fiorot, hein, si elle monte, elle leur roule dessus. Oui, je pense aussi, ouais. J'en suis sûr. Ne serait-ce que Ouais. stratégiquement, physiquement, il n'y aura pas trop d'écart de puissance, je pense, parce qu'elle est puissante de fou, Manon. Je vois pas ce qu'il pourrait faire contre elle. De ce qu'on a vu ce soir, en tout cas. Ouais. Après, il y a toujours Juliana Pena, hein. Juliana Pena qui, je pense, Et au-dessus, je pense aussi. roule, ouais, elle roule sur les deux sans souci, Ouais, je suis je pense. d'accord. Mais bon, encore une fois, dans les catés féminines, voilà, t'as une, deux, 3 personnes max. Et encore, je dis trois, je suis gentil. Puis après, t'as le reste du monde, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc une catégorie des bantams qui a perdu sa reine. Et eh ben, les princesses, il y en a une qui a été couronnée, mais c'est par dépit, quoi. Hein. Le pied, le soulier, le pied ne Ne rentrait pas rentrez dans le pas, on a soulier de verre. forcé. Ah ouais, non, on a forcé. Ils ont un peu ébréché le verre, hein. Faut pas se mentir. On passe au main event de cette UFC 297 et c'était un combat que nous, on avait envie de voir. Alors, je déplore le fait que beaucoup, justement, ne voulaient pas voir ce combat parce qu'effectivement, c'était peut-être pas les deux plus grands talents de l'UFC, mais ça reste un combat intéressant parce que c'était un combat qui avait Ouais. des inconnus qui maintenant bah, sont devenus connus pour le coup, mais c'est surtout quand le niveau était comment dire, plutôt équilibré. Et quand un combat est équilibré, Je suis ça d'accord. peut faire toujours un bon combat. Et pour le coup, le combat, il était loin d'être dégueulasse. Et franchement, moi, j'ai même apprécié ce combat, pour le coup. Ouais, non, clairement, il est pas dégueulasse. Il est Mm. pas dégueulasse. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais, hein. Ouais. Je Mm. m'attendais à ça, hein.
Et en plus, avec ce qui s'était passé avant, le trash talk, tout ça, ça avait fait monter la sauce déjà. Donc déjà, je voulais le voir par rapport à ça. Et puis Ouais, mais après, ils ont quand fait on la avait... paix. Ouais, ils ont fait la paix. Mais Ils ont c'est fait pas la plus paix. mal, c'est très bien. Oui. Mais et après, quand on avait fait l'analyse, c'est vrai que c'était intéressant. C'était intéressant à analyser Oui. ce combat. Après, ils ont fait la paix. Il y a Strickland qui a dit qu'il lui reparlait de son enfance, il allait le poignarder. Donc, Non, il l'a dit avant la paix. non, mais je sais qu'il l'a dit avant la paix. Mais justement, ça C'est a pour ça qu'ils ont cité. fait la paix. Mais bien sûr, Duplessis il a dit bon, je l'ai vu promener son chien avec un fusil d'assaut. Je vais peut-être pas aller plus loin que ça. Allez, viens, on fait la paix. On n'est pas des méchants garçons. Allez, on s'aime, on se fait des câlins, on s'aime d'amour. Donc, mais finalement, ce qui est pas plus mal, hein, parce que tu sais que quand tu vois, on disait quand on a fait l'analyse, est-ce qu'il n'a pas sorti sa cartouche trop tôt, Duplessis, avec Mhm. cette histoire-là? Et ben le move est intéressant parce que quand derrière, tu le mets dans un état de colère, le mec il a chialé en interview, là tu le Et après, remets tu dans le fais la truc, on fait paix. la paix, tu le sors de toute combativité. C'est vrai. Et ça, c'est pas mal. Et si c'est fait volontairement, c'est C'est du très génie. intelligent. C'est très intelligent et j'aurais jamais pensé faire ça. Si ça s'est pas fait naturellement, enfin si ça pas fait à dessein, bah en tout cas, mine de rien, c'est quand même un move intéressant. Donc Ouais, le contrôle des émotions. Petit point avant de commencer sur les rounds, Pereira était dans le coin de de Strickland. Strickland. C'est Donc devenu son gars sûr. c'est devenu son gars sûr. Ah, un Son KO, ça point. peut soudre des hommes. Hein. Bien sûr. Bah, il a encore un peu de l'ADN de Pereira sur sa mâchoire. Donc forcément, tu vois, je pense qu'il y a une ou deux allèles de chromosomes, tu sais, qui se sont jointes ce jour-là. Je te jure. Il a aligné les planètes. Donc ouais. Non, mais c'est vrai qu'on les voyait s'entraîner de plus en plus ensemble, on les voyait en photo ensemble. Et pour le coup, voilà, ils ont sympathisé et il était dans son coin. Bon, de toute façon, il parle pas, mais il était dans son coin. Il grogne. T'as vu la vidéo sur Twitter? Laquelle? Sur le montage qu'ils ont fait sur toutes les fois où il y a Pereira en interview? Toutes les interactions qu'il a, en fait, j'avais jamais remarqué, mais il grogne. Ah ouais? Tu regarderas toutes les vidéos. Les D'accord. seuls mots qu'il prononce, c'est euh, euh. Mais dans toutes les vidéos, il fait ça. Ouais, mais moi aussi, quand je fais des vidéos tout seul, je fais des Non, mais il n'est pas tout seul. C'est quand les gens lui posent des questions. Oui, mais je veux dire, quand tu réponds à une question, tu peux Non, lui, il fait Sauf que que lui, il n'y a pas de suite derrière. sérieusement, et ça veut dire qu'il n'a jamais répondu à une question de sa vie. Bah, évidemment que si, mais tu vas voir. Ah, Je vais t'envoyer la envoie-le vidéo. moi. J'ai envie de voir ça. Je veux voir ça. Que sa tête d'homme de Pâques, là. Bref, round 1. On a du Strickland dans le texte. Jab, front. Front kick. Voilà, on est sur de l'habituel. On voit l'angle qui se place, enfin, il se place bien avec son angle pour venir toucher. Il touche dur. Tout de suite, tu sens que C'est chaque précis. jab Hein. fait C'est du mal. précis. Ah oui, c'est masterisé à la perfection. Vraiment, vraiment, on est bien. Il est tout de suite bien dans sa garde. Il est tout de suite bien aussi dans sa distance, puisqu'on a un Duplessis qui a du mal à trouver la distance. Et donc, il envoie énormément de kicks, parce qu'il a du mal à trouver sa distance avec les points. Et là, je note déjà dans le premier round, attention à l'high kick. Parce que c'est Ouais. vrai qu'il monte vite son high kick. Son high kick jambe avant. Oui, oui, oui. Et qui est en plus du côté moins bien protégé de. Attends, que je dis pas de conneries. Oui. Non, Attends, l'high kick non, jambe non. avant. Attends, il est en gaucher. Non, il est en droitier. C'est Strickland. Attends, merde, j'ai un trou. J'ai un trou. Oui, oui, non, 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 c'est bon. Oui, non, c'est sur le côté bras fermé. Oui, non, t'as Mhm. raison, t'as raison, t'as raison. Non, non, j'étais en train de me refaire le truc là. J'avais mon image mentale. On a un premier, et alors là, c'est ce que je voulais voir parce que c'est tout le débat qu'on a eu ensemble. Premier takedown de Duplessis dans le round 1. Mais on a un Strickland qui se relève instantanément. Ouais, facile. Donc, facile. Et tu vois, tu me disais, moi, je vois un Duplessis amener Strickland et puis le maintenir au sol et puis après venir presque peut-être le soumettre. Et en fait, non. On a vraiment confirmé que Strickland, c'était une galère déjà à amener au sol. Parce que c'est vrai que là, il l'amène, mais il y a d'autres moments où il va défendre parfaitement bien dans le combat. Mais c'est surtout que très serein, il va se relever à chaque fois sans problème. Ouais. Et en Très termes de coaching, intelligent. hein, son coach, il lui dit juste hop, hop, hop. Ouais, voilà. Ouais, Il ok, sait quoi ok. faire. Il sait quoi Voilà, faire dans chaque situation. c'est ça. Moi, ce que je note, c'est qu'il gère bien les low kicks. Parce que Duplessis, Oui, on sait qu'il kick fort.
il envoie beaucoup de low kick et c'est très bien géré par Strickland, soit qu'il retire sa jambe, soit qu'il bloque. Oui, oui, je suis d'accord. Oh, ouais, non, il check bien. Mais de toute façon, on l'avait vu contre Adesanya déjà, hein. Ouais, oui, on l'avait vu, il avait tout bloqué parce que c'était une des stratégies ça coulait de source en fait, d'envoyer beaucoup de Ouais, low kick sur Strickland. Mais là, tu sens que vraiment c'est acquis, ces blocages de low kick là, il les maîtrise parfaitement. ouais. Et on voit aussi dès le début qu'il fait quelques beaux contres justement avec sa droite, tu sais. Donc parce qu'on sait, hein, de toute façon, lui c'est jab cross, mais il peut aussi contrer avec sa droite. Il a un bon coup d'œil et pour le coup il fait du dégât. On voit déjà les premiers stigmates justement sur le visage de Duplessis qui est déjà, je crois, dès le round 1, il est gonflé à l'œil. Donc C'est dès pas le au round round 1, 2. je veux pas dire de Il doit bêtises, mais je prendre, crois mais qu'il est, il est, ok. il est déjà gonflé parce que je crois qu'ils sortent le fer directement déjà au premier round, à l'inter-round, tu vois. Donc, pour ce combat-là, on fait un qui gagne chaque round, tu vois, parce que justement, on va en parler de ça à la Ouais, fin, ça marche. parce que ce round, pour moi, Strickland. Ouais, pour moi aussi. Pour moi aussi, parce que c'est lui qui touche, Mm, qui impose son jab. Il y a une amenée, mais il se relève tout de suite. Il n'y a oui, aucune mise en danger de Dricus en vrai. oui. Alors, justement, on va en parler tout de suite. Il y a l'ancienne notation, l'ancien scoring, et il y a le nouveau. L'ancienne notation, tu mettais limite un takedown dans le combat, enfin dans le round, tu avais gagné ton round. C'était ça, c'est clairement en Voilà. fait. Aujourd'hui, le dégât prime. Donc, ou alors, dégâts, il faut avoir, en tout cas, si tu amènes au sol, il faut derrière que tu capitalises sur cette amenée. En fait, il faut vraiment qu'elle soit marquée avec une continuité d'action. Mhm. À partir du moment où tu amènes, mais que derrière l'adversaire se relève, normalement, ce takedown n'a pas valeur. D'accord? N'a pas de valeur. Donc, effectivement, il se fait amener une fois, mais au vu des dégâts qu'il a fait avec son jab, avec Prends le sa round. droite, avec ses frontes, il prend le round tous les jours. Mais ça, il n'y a pas de débat. Tout le monde dit à peu près que le round 1, il Ouais. est, Mais il est au, c'est marrant parce au que profit de Strickland. Duplessis, il combat comme justement, comme si dans sa tête c'était l'ancien règlement. Parce que très souvent dans ses combats, et là beaucoup en plus dans celui-là, à une Mhm. minute de la fin, il shoot. Comme s'il Mais il voulait l'a dit. marquer, il voulait marquer le round, quoi. Mais de toute façon, il l'a dit dans l'interview post-fight où il a dit qu'il voulait sécuriser le round avec un takedown à chaque fois. Ah, mais tu vois, ça sécurise rien du tout en vrai maintenant. Mais oui, mais sauf que bah, la preuve, c'est que là, ça a fonctionné quand même. Ouais. Parce que les juges, parce qu'en fait, on a encore des juges, et ça me tue de le dire, mais on en parlera, qui ne comprennent pas encore les nouvelles cotations de scoring, quoi. Enfin, les nouveaux Mhm. axes de scoring. C'est fou. C'est fou. Round 2, Strickland déroule, pour le coup. Moi, je le vois dérouler, encore une fois, hein. Moi aussi, Euh, toujours son jab qui fait mal. Duplessis qui envoie des crochets de plus en plus larges, mais c'est très bien ouais, géré, hein. Le retrait de ouais, buste, les esquives, ça passe au-dessus de sa tête, tu sais, il baisse juste ce qu'il faut. Franchement, il se fait pas toucher, hein. non. Et là où et je t'en ai parlé plusieurs fois, on en avait déjà parlé, tu sais, pendant l'analyse, mais je t'en ai reparlé là, suite au combat. On voit qu'il met plusieurs coups de poing retournés. Et en fait, ces coups de Ouais. poing retournés, et ben pour moi, c'est un Ouais. aveu de faiblesse. Beaucoup de points retournés inutiles. Mais oui, et c'est un aveu Et de faiblesse parce que ça veut dire que tu trouves pas en fait tes marques en boxe et donc tu envoies ça un petit peu au petit bonheur la chance en espérant toucher sur un back fist en fait, tout mais simplement. le pire, c'est que des fois, il les envoie même pas. Il tourne, tu sais, il tourne sur lui-même pour le mettre, mais il tend Hmm. même pas son bras. Lui-même Non? n'y croit pas. En fait, il sait pas. En fait, c'est vraiment ça. Il sait plus quoi faire. Ouais, il n'a pas de solution. À ce moment-là du combat, pour moi, il n'a pas de solution. Il touche quand même une fois dur avec sa gauche qui coupe Strickland. Donc on va dire que sur cette frappe-là, il a une frappe vraiment significative où vraiment il touche dur, il coupe un peu Strickland. Et il a aussi un takedown, mais qui est géré encore une fois par Strickland qui se relève, pour moi, Ouais. directement. Ouais, ouais, en single leg, encore à une minute de la fin. Ouais. Et donc, round, Deuxième round, Strickland. Sean Strickland, ouais. Parce qu'on est sur le même schéma, hein. On est sur le Mais même oui, schéma que le premier. exactement. Je suis tout à fait d'accord. Round 3, Strickland toujours en contrôle. T'as Duplessis qui varie. Alors là, c'est là où il se commence à varier beaucoup plus ses frappes. Ouais, Tu vois, j'ai mis il plus décide de. entreprenant. Il est C'est plus ça. entreprenant, il avance plus. Et oui, en fait, tu sens que là, il commence à se lâcher. Ouais. En fait, il veut trouver des failles là. Il veut trouver des failles, il en a marre. Tu sens qu'il y a eu de la frustration sur les deux premiers rounds. Et puis je pense que dans son coin, on a dû lui dire, ah, vas-y, lâche les chevaux.
On y De toute va, façon, c'est logique, hein. Je pense qu'il est pas bête. Lui, dans sa tête, ou en tout cas dans son coin, je sais pas ce qu'ils lui ont dit, mais peut-être qu'il se dit, j'ai perdu les deux premiers. Mhm, S'il prend celui-là, là, ça lui fait 3 rounds. Donc je serais obligé de le finaliser derrière. c'est ça. Donc tu es obligé de prendre le round 3 si tu veux avoir des chances de continuer le combat. Donc il accélère. Ouais. Ouais, ouais, et je suis d'accord avec ça. Et puis, ou alors, sinon, dans la stratégie, il y avait deux premiers rounds, comme il savait pas si tenir les 5 rounds, tu vois, ce que ça allait donner. Deux premiers rounds, j'accélère pas trop. À partir du troisième, je déroule, quoi. Et je sais que j'ai du physique, je sais que je vais imposer mon physique. Donc, à partir du 3 comme ça, dans l'idéal, je prends 3 4 5 quoi. Tu vois. Et Ouais. là où je vais asphyxier dans les derniers rounds, tu vois, pour pas se cramer trop tôt et plutôt essayer d'asphyxier Strickland dans les derniers rounds. Ce Ouais. qui a failli être le cas, hein. Ce qui a Ouais. failli être le cas Bon, en après, vrai. c'est risqué quand même, hein. C'est risqué parce que Strickland, on l'a déjà vu faire des 5 rounds et on sait qu'il tient. Ouais, mais bon, tu sais, il a énormément confiance en son physique, Ça, c'est sûr. Duplessis. Ça, c'est sûr qu'il a Il une le dit, hein. semi-confiance. Il le dit, il a dit, j'impose. Il impose son physique. Même en interview, il l'a dit, j'impose mon physique, quoi. Donc, beaucoup de frappes au corps de la part de Duplessis. Et il commence aussi à faire des feintes de takedown pour remonter en boxe. Hmm. Et j'ai dit, attention aussi à ça. Parce qu'on sait qu'il est puissant. Donc, en fait, tous ces trucs-là où tu vas venir baisser les mains et puis il va remonter, bah forcément, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Euh, se rendre, se rendre. Se rendre, je sais pas à qui le donner. Parce que, encore une fois, je vois Strickland plus précis. Je Ouais. le vois toucher plus. Mais t'as un Dricus plus en pression, plus entreprenant. Celui-là, j'ai mis un point d'interrogation. Honnêtement, je sais pas à qui le donner. Je peux comprendre qu'il aille d'un côté ou de l'autre. Exactement. Bah, moi, j'ai dit que ça, c'était pas déconnant de le mettre en match nul, hein. Sur les frappes significatives, alors on verra. Il y a j'ai une petite polémique, moi, là-dessus. On en parlera à la fin. Mais en tout cas, c'est assez serré. Allez, vu qu'il y a plus de variété de frappes et qu'il y a plus d'engagement de la part de Duplessis, on peut le donner à Duplessis. Mais pour moi, un round nul, tu vois, c'est pas déconnant non plus. Ouais. Oh non, moi je suis trop indécis, honnêtement. Ouais. Round 4, on a Duplessis qui accélère et qui touche. Et alors, je pensais qu'il avait ouvert à l'œil grâce à une frappe, en fait. Et en fait, non, on a appris par la C'est suite un que choc c'était de un coup de tête. tête, un choc de tête. Et on sent que ça va gêner beaucoup, beaucoup Strickland, qui va avoir du sang qui va couler dans l'œil et ça va le perturber sur ce round. Ouais. Et donc voilà, on a Strickland qui fait une erreur de fou, qui vient au clinch. Pour moi, c'est une grosse erreur parce que il y a Duplessis qui l'amène très rapidement, enfin Ouais, très facilement. mais pour le coup, je pense vraiment que c'est le sang dans l'œil, hein. Je pense Ouais, qu'il sent qu'il commence ou qu'il va commencer à prendre le bouillon debout. ouais, Il voit rien du tout, donc il se dit, il faut que je trouve une solution, quoi. Je le vois vraiment comme ça. Par contre, ouais, quand il arrive au clinch, tu sens vraiment la différence de physique, hein. Il prend bodylock, un crochet extérieur, il le fait tomber direct. ouais. Mais Strickland, il se relève tout de suite. Ouais. Non, En techniquement, il est fait, c'est au-dessus. ça. Ben oui, techniquement, il est au-dessus. Et physiquement, en fait, c'est là où tu te rends compte, et c'est ce que je disais dans l'analyse, que physiquement, quand même, il impose. Tu vois, je pense qu'on n'a pas conscience de la force physique de Strickland. Déjà des dégâts qu'il fait en boxe, parce que et ça a été dit après par Duplessis, mais chaque jab, c'était comme s'il recevait une pierre dans la tête, déjà Ouais, pour on l'a commencer. vu, hein. Et On tu a vu vois sa que de tête à toute la fin. façon, dans les phases de lutte, dans le rapport de force, effectivement, il y a peut-être plus d'explosivité du côté de Duplessis, ce qui fait qu'il bénéficie de ça pour l'amener au sol. Tu vois, il y a ce mouvement en plus, tu vois, cette énergie, tu vois, ce jaillissement qu'il aura en plus de Strickland. Mhm. Mais par contre, je pense qu'au moment où ils sont dans une phase neutre, tu sais, où c'est force contre force, pour moi, Strickland a autant, voire plus de force. Parce qu'il se relève avec beaucoup de facilité. Si Duplessis il était au-dessus en termes de force, jamais il se relève. De la manière dont il fait d'habitude, il change un peu d'angle, il arrache, il ramène, tu vois. Et là, pour le coup, à chaque fois, boum, il se relevait avec beaucoup de facilité. Je pense qu'il a une force dans les jambes, déjà, de pression, tu sais, Strickland, Ouais. pour pouvoir se relever de cette manière à chaque fois. Non, non, il est très ancré dans le sol et pour moi, il y a au moins une égalité niveau force. Je pars sur une phase, tu sais, neutre, hein, où vraiment Ouais. il y a pas un autre élément qui est la vitesse, tu vois, Ouais. dans l'action. Non, parce que ce qui est vrai sur Dreykus, c'est qu'en lutte, alors techniquement, c'est pas fou ce qu'il fait en lutte. C'est des plaquages en vrai. T'as l'impression que c'est un joueur de rugby, le mec. Ouais.
il shoot, ouais, il tombe sur toi en fait. Il t'attrape tes jambes, il met son poids. Mm. Techniquement, c'est vraiment pas fou, mais c'est sur ça que tu sens qu'il est très puissant. Mais il n'y a pas de contrôle derrière. Ouais, je suis d'accord. Derrière Duplessis, il se remet en mode rouleau compresseur et il amène encore une fois Strickland qui se relève, mais cette fois-ci, il reste au contact. Il prend Et la ceinture arrière. c'est ça, c'est ça. Et on sent que dans le round, c'est Duplessis qui finit le plus fort, Non, pour le coup. clairement, Ouais. clairement. Mais là, pour le coup, tu sens vraiment que la coupure, elle a eu un impact, hein. À Oui, partir du beaucoup de moment où sang. tu sens que le sang, il coule dans son œil, lui-même, il cherche à s'adapter. Il se met dans la merde tout seul, en fait. Puis il arrête pas de se frotter l'œil. Enfin, tu sens que ça l'impacte beaucoup. Mais il l'a dit en Quand tu... interview. Ouais. Il a dit qu'il aurait pu faire du cinéma pour avoir un no contest. Oui, mais c'est pas le genre de la maison. Non. Donc voilà, Duplessis prend ce round, ça c'est sûr. Ça c'est indéniable, Ça, il c'est prend le ce round. round sûr qu'il prend. Ouais, ouais, je suis d'accord. Round 5, on a Strickland qui touche dur avec son jab, encore une fois, et son jab cross. Là, il reprend la marche avant, là, pour C'est le coup. ça. Alors, je crois que c'est à l'interround, là, où t'as Nixie qui lui demande plus de rythme. Donc, il lui demande maintenant, c'est un peu, alors, il touche dur, mais au début, il n'y a pas plus de rythme, hein. Le rythme, il va le mettre comme d'habitude dans les dernières À secondes, la enfin, fin, ouais. la dernière minute, on va dire, où c'est là où il va accélérer, mais sinon, ça reste linéaire quand même. Et je pense que c'est ça qui a joué aussi dans ce combat, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de changement de rythme de la part de Strickland. Tu vois, où les gens, j'entendais, qui disaient qu'il n'en a pas fait assez. Mais en fait, c'est pas parce qu'il change de rythme qu'il en a pas fait, qu'il change pas de rythme qu'il en a pas fait assez. Avec ce qu'il a fait, normalement, ça suffit Je largement. suis Mais on d'accord. en parlera Surtout que après. dans ce round, déjà, à noter qu'il défend tous les takedowns dans ce round. Tous. Tous. Ouais, ouais, Parfaitement bien. Je sens que. Alors, ouais, franchement, il était encore explosif, hein. Parce que pour le coup, il lâche des sprawls de fou. ouais. Et toujours avec les deux bras, tu sais, qui viennent en onde de roue, là, comme ça, là, tu Ouais, sais, en mode Fenwick, où il vient, c'est hop, ça. il te relève. Donc ouais, non, non, c'est très bien géré, le timing, il est parfait. On sent qu'en plus, on a un Duplessis qui doit être un peu plus entamé physiquement, donc forcément, ouais, t'as plus cette même explosivité. Et puis peut-être qu'on a un Duplessis qui lui ne voyait pas forcément sa victoire acquise, tu sais, Mhm. à la fin du round 4. Et donc qui a cherché en fait à partir, tu sais, en précipitation, tu sais, partir de plus loin, tu vois, de Ouais. moins préparer ses takedowns. Donc plus facile à lire aussi pour Strickland. Parce que je pense que c'est pas clair non plus dans le camp de Non, Duplessis, hein, pour le coup, hein. non, non, Parce clairement que pas. on sent que quand même quand il reçoit l'information du fait qu'il a gagné le combat, tu sais, c'est une surprise. Enfin, tu sens l'émotion. Donc ouais, non, je pense qu'à ce moment-là, il pense qu'il est en retard. En tout cas, au moins qu'il lui faut se rendre en fait pour En plus, gagner. Je pense que dans les deux camps, quand tu pars du principe qu'il faut aller chercher le champion, en faire plus que lui, oui, tu peux pas te dire que tu gagnes à ce moment-là si tu es Duplessis. je suis d'accord. Non, et puis je pense que dans les deux coins, je pense qu'ils ont voulu assurer le fait de dire il nous faut se rendre là, quoi. Mm. Tu vois, ils ont dû comprendre le combat serré dès le début, ils ont de l'expérience, donc ouais, non, je pense ils l'ont vu tout de suite. Il y a Strickland qui accélère comme d'habitude à la fin avec quelques genoux en prime et surtout c'est lui qui va finir le plus dur, quoi, le plus fort. Il Là finit pour le fort. coup, et là il y a un vrai écart de frappe significative dans ce combat, enfin dans ce round-là. Tu vois, dans le premier et Ce dans le round, il est dernier, très clair. voilà, il est vraiment très clair et on peut le mettre largement au crédit de Strickland, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, Qui fait énormément de dégâts. Par contre, à aucun moment tu sens que. Enfin, j'ai jamais senti qu'il pouvait le finir. non, mais dans un sens comme dans l'autre, hein. Dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Ouais, parce que tu sais, tout le monde justement, enfin, je trouve les gens plutôt durs avec Strickland. Tu sais, de dire, voilà, il a pas su le faire reculer. Effectivement, c'est vrai que Duplessis, il a jamais reculé. C'est vrai qu'il a pas su imposer un physique pour lui rouler dessus comme il fait habituellement, tu vois. Mais en même temps, il a pas reculé plus que ça non plus. Les seuls moments où il a reculé, c'est quand il a pris les takedowns, tu vois. Mais et Mhm. encore. Mais finalement, c'était les deux qui étaient en face à face et qui se sont envoyés. Sauf que à ce jeu-là, celui qui a créé le plus de dégâts ce soir-là, c'est Strickland. Celui qui a mis le plus de volume et qui a créé le plus de dégâts, c'est Strickland. Et je sais pas si on ne devrait pas, comme en anglaise, valoriser peut-être les frappes à la tête un peu plus que les frappes au corps. Parce que tu sais, frapper à la tête,
Alors, il y a ciblé la tête, il y a touché la tête. Ouais. Tu vois, toucher au corps avec des low kicks, avec des middle, tu vois, c'est pas encore trop compliqué à faire. Par contre, venir faire le travail de sap qui a été fait par Strickland en jab, avec cette précision, avec cette puissance, avec cette violence, quand tu vois la tête de Duplessis à la conférence ouais. de presse, que lui-même dit qu'il a une gueule de chou-fleur, mais il n'est pas blanc son chou-fleur, hein. Il est bleu écarlate, il est noir même, il y a des endroits où c'est tuméfié de malade. Je suis désolé, ça c'est un travail qu'il faut valoriser à la mort, parce qu'il est compliqué ce travail. Il faut le Ouais. valoriser. C'est difficile de toucher une tête, comme tu as dit. Bah, c'est ça, surtout à ce niveau-là. Donc, et c'est difficile aussi de protéger sa tête. Et lui, force est de constater qu'il en a très peu pris. Finalement, il a pris 2 grosses frappes, véritablement. Dont un choc de tête. Enfin, non, il a eu 2 coupures, dont un choc de tête, et il a pris 2 grosses frappes Ouais. de ces 2 points. Mais rien de spécial, en tout cas. En tout cas, les juges, ils ont vu une décision partagée pour Duplessis avec un 48-47 x 2 et un 47-48 de l'autre côté. Dana White dit que, enfin, il a tout de suite pris la parole en disant que Strickland avait gagné le combat. Pour lui, il voit le round 1, 3, 4, 5. Enfin, il dit qu'il voilà, il y a le round 1, 3, 4 et 5 où il y a plus de frappes significatives pour Strickland. 1, Bon, 3, 4 et 5. c'est ce que j'ai vu. Ok. Bah, on n'est pas En tout, d'accord avec on n'est Dana. pas d'accord sur le 4, déjà. Moi, le Mais, 2, je le donne à Strickland. et le 2, je le donne à Strickland. Et en fait, voilà. Et c'est tout le problème de ce combat. C'est-à-dire que qu'il y a des rounds, je ne vois pas pourquoi on en est là. Enfin, quel a été le cheminement en fait dans la tête des juges? Parce que si on reprend la liste, enfin la scorecard des juges, on en a un qui donne on va dire, les 3 donnent le round 1 à Strickland. Il n'y a Ok, pas de problème. ça c'est clair. Il y en a 2 qui donnent le round 2. Non, il y en a 3, pardon, qui donnent le round 2. Les 3 donnent le round 2 à Duplessis. Les 3 Ok. donnent le round 2 à Duplessis. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y en a 2 qui donnent le round 3 à Duplessis et un qui donne le round 3 à Strickland. Ouais, celui-là, c'est le plus dur à scorer. Ouais. Tu en as 3 qui donnent le round 4 à Duplessis, ce qui est normal. Ok, Et tu en as 3 qui donnent le round 5 à Strickland, ce qui est ok, normal. Ok. ok. Donc en fait, Donc, c'est sur le round 2 qu'on n'est pas d'accord. mais c'est sur le round 2 qu'on n'est pas d'accord, mais qu'en fait, on est d'accord avec personne. Et je comprends pas. Et quand tu regardes les frappes significatives, et c'est là où j'ai un petit problème, et c'est là où j'ai mon interrogation, c'est que on a vu en live, quand ils étaient au round 4, tu vois, il y a les frappes significant strike. Round 1, il y a Strickland en premier, Duplessis en deuxième. Round 1, 24-11. Logique. Mhm. Round 2, 18-17. Déjà, dans le 18-17, j'ai un problème. Alors, il y a plus de frappes significatives pour Strickland, mais pour moi, des frappes significatives qui ont vraiment touché, je pense qu'il y a un écart qui est plus grand que celui-ci. Round 3, on est sur du 26-26. Égalité, tu vois. Round 4, on est sur 24-21, mais il restait 1 minute 12 de round. Et après le round 5, je ne l'ai pas sur cette photo-là. J'ai fait un screenshot de l'écran au moment du combat. Mais il y a, en tout cas, on sait que là, l'écart, il est important. Je crois qu'il y a une cinquantaine de frappes pour Mhm. Strickland et moins 20, 25, entre 25 et 30 pour Duplessis. Je me demande si je l'ai pas. Ben, 53, si je me fie à l'UFC carte, c'est 53-35. Tu vois. Mais justement, on va reprendre le round par round sur, 53-35. sur le site, enfin sur UFC Stats. Tu vois. Round 1, donc 34 contre 18. C'est pas du tout les mêmes chiffres. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que round 2, on a 26 pour Duplessis, pour 22 pour Strickland. Ouais, bah moi, c'est la capture d'écran que j'ai. Et ben j'aimerais bien savoir où est-ce que tu vois dans ce round que Duplessis a plus eu de frappes significatives dans ce round que Strickland. Déjà, de base. C'est quoi, tu m'as chauffé. Après, je vais le re-regarder et je vais compter. Je vais les compter. Je vais mettre juste le deuxième round et je vais les compter. Ouais, ouais, ouais. Round 3, on est sur du 31-29, donc à la faveur de Strickland. Strickland. Donc là, bon, bah, c'est à peu près équilibré, hein. Ouais. Round 4, 24, on a 33, 29.
Et ben 33-29 en la faveur de de Strickland. Strickland. Et là aussi, je vois pas puisqu'on on sait que ce round, il a été plus à la faveur enfin, il est gagné largement par Duplessis. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, en sachant que, si je reprends l'autre, hein, on est sur du 24-21 sur le round 4. Ouais. Alors, Ouais, mais 24. après, moi, Non, ça me mais choque tu pas vois ce que plus je que veux dire? ça. Ça me choque pas plus que ça. Parce que frappe significative, il y a une différence entre prendre 3-4 jabs et que tu vas prendre 2 crochets visuellement, tu prends le round pour moi. C'est plus significatif 2 crochets qu'un jab, tu Non, vois. une frappe significative, c'est une frappe qui touche clean. C'est pas, il n'y a pas une histoire de puissance. Une frappe significative, c'est pas comme en boxe anglaise. Là, on a un MMA. MMA, une frappe significative, c'est une frappe qui touche. C'est-à-dire qui va pas dans les gants, qui va pas dans la garde, qui va pas toucher à côté. C'est une frappe qui touche. Mais c'est la Point. mise en danger que tu mets en avant. C'est une frappe qui touche. Oui, Non, mais on n'est pas sur du dégât. dans le scorecard, c'est le dégât en premier. Non, alors attends, c'est autre chose. Il y a les frappes significatives et après, il y a comment tu vas scorer avec le fait de créer plus de dégâts, tu vois. Mais c'est le dégât qui passe en prime. D'accord, certes, mais quand tu vois, enfin, il n'y a pas eu de crochet en fait clean, parce que d'accord, je suis d'accord dans ta logique, mais on va rester dans ce combat. Dans ce combat, est-ce qu'il y a eu des crochets clean? Là, parce que là, tu me dis, ouais, tu prends un jab et tu prends 2 crochets. Ok, je suis d'accord, mais en même temps, dans ce combat-là, est-ce qu'il y a eu des crochets significatifs ou des overhands vraiment significatifs, je veux dire en nombre, de la part de Duplessis? Non, non, non. Bon, bah d'accord, donc on reste dans ce combat. Donc on est à peu près sur la même façon de frapper, entre guillemets, sur les frappes significatives. Donc on est sur à peu près la même chose, hein. Tu vois, c'est la même valeur de frappe, il y a le même dégât, entre guillemets. On a 173 frappes significatives contre 137 de la part de Duplessis. Tu vois, 173 en faveur de Sean Strickland. Tu vois, 173 Strickland. ouais, 137 Duplessis sur l'entièreté du combat. Dans quel monde Dans quel monde Duplessis remporte ce combat? À part si on réfléchit comme à l'ancienne, ou si tu marques un takedown, bah forcément tu as gagné le round, peu importe ce qui se passe derrière, quoi. Moi, c'est le seul truc que je vois, hein. Ben, je pense aussi. Et c'est franchement, c'est rageant parce qu'en fait, comment tu peux. Alors c'est vrai, hein, dans l'idéal, on dit toujours il faut pas laisser la décision dans les mains des juges. Ok. Mais là, c'était pas si serré que ça, hein. Autant il y a des combats, tu comprends, c'est serré. Là, pour le coup, pour moi, c'est pas serré. Le Non, round 1, le round 2, je suis le round, d'accord. tu vois, le round 3, il est serré. Mais sinon, on a, d'un côté comme de l'autre, on a un round 1, un round 2, un round 4 et un round 5 où tu vois vraiment une différence entre les deux. Les rounds, ils sont assez clairs. Le combat est serré dans sa globalité, mais les rounds, quand tu prends round par round, mis à part le 3, c'est assez clair. Mm. Et donc, je comprends maintenant pourquoi Dana White, tu sais, il dit round 1, 3, 4, 5, il y a plus de frappes significatives de la part de Strickland. Mais parce que je vois pas dans quel monde on voit Duplessis mettre plus de frappes significatives dans le round 2. Parce qu'il a toujours pas encore trouvé ses marques. Et c'est Oui, pas dans les oui. phases de Ouais, non, je suis clinch. d'accord. Je suis Dans les d'accord. phases de clinch, il a pas de frappe non plus. Enfin, tu sais, quand il emmène au sol et tout ça, il met pas plus de frappes que ça non plus, parce que des fois, tu sais, c'est faussé par ça. Tu sais, quand tu es des phases de contrôle à la cage où le mec met quelques frappes, tu sais, enfin un grand nombre de frappes, et donc ça augmente Ouais, le nombre de frappes parce que significatives. Mais même, là, il n'y dans a ce cas-là, il n'y aucune a pas eu. frappe, je vois aucune frappe vraiment nette. Quand il met, il y a le gant, ou alors il y a un retrait de buste, tu sais, avec sa Hum, garde, il hum, accompagne avec l'épaule. Ça Donc tape c'est dans l'épaule. ouais, il n'y a rien. À partir du moment, à moins qu'ils pensent qu'une frappe dans l'épaule, c'est une frappe qui est significative. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas la notion de la garde. Et j'entendais intelligemment, par contre, c'était Jonathan McCarty, je crois, qui parlait de ça. C'était dans le podcast Mandal, c'est sûr, mais je crois que c'est Jonathan McCarty qui évoquait ce truc-là, sur le fait que la garde Philly, il y a trop de méconnaissance de cette garde-là, tu sais, dans le MMA et dans le Mhm. scoring, enfin dans les juges, au travers des juges MMA. Et donc, ils n'ont pas cette notion de défense, tu sais, qu'il y a Avec au l'épaule, travers de cette garde. Exactement. Et donc, ils ont dû compter des frappes, alors qu'en fait, il n'y en avait elles pas. sont protégées, quoi. Ouais, Tu vois. C'est ouais, c'est possible aussi. possible. C'est C'est possible. possible. Ouais, c'est vrai, parce que c'est vrai que dans le deuxième round, je le vois pas du tout. En tout Il n'est cas, il pas en en met pas danger. plus. Il en met pas plus que Strickland. Ah non, c'est sûr et certain. Donc, tu sais, on vient dénigrer, et c'est là où, en fait, où je vais redonner un peu de valeur à Strickland, parce qu'on vient le dénigrer dans beaucoup de podcasts.
On vient dire que voilà, techniquement c'était pas propre, alors que techniquement c'est très propre, hein. C'est vrai qu'il a son style, il Non, a une garde franchement, qui est particulière, mais techniquement c'est super propre, les amis. En termes de franchement, boxe, en termes de lutte, c'est très propre. Strickland, il a fait du Strickland. Et je Hmm. commence à apprécier son style, là où je le trouvais Hmm. chiant avant. Je commence Oui, à prendre goût à ce que je vois et à chaque fois, il progresse. Là, il a encore progressé, hein. bien sûr. Sur ce combat, il a montré encore d'autres choses et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il propose. La seule C'est chose qui me, nonchalant en fait, c'est dans sa oui, manière d'avancer, etc. Mais ce qu'il fait, c'est tellement propre. la seule chose qui m'a dérangé, mais pas dérangé dans son style, mais qui aurait pu lui permettre de capitaliser un peu plus et de gagner ce combat peut-être plus nettement, c'est qu'il a manqué de front sur la partie du milieu de combat, même à partir du deuxième, tu sais. Ce qu'il avait commencé à mettre en place dans le premier round, il a arrêté de le mettre, alors que c'est une arme qu'il utilise d'habitude et qui fonctionne très bien. On l'avait dit dans l'analyse contre Duplessis, parce que comme il a les mains très hautes, il Mm. a la ligne médiane qui est libre, et donc les front kicks fonctionnaient très bien. Et donc, il n'en a pas suffisamment mis, et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il aurait gagné à en mettre plus, et c'est dommage, tu vois. Eric Nicksick, pour le coup, que je ne remets pas en cause ce que je dis depuis le début, que c'est un des meilleurs coachs de l'UFC, si ce n'est le meilleur à l'instant T. Pour moi, là, il a manqué de lucidité là-dessus en le laissant s'installer dans l'anglaise, là où il manquait ses fronts. Et c'est low kick aussi qui fonctionnait très bien dans le premier round. Il avait le low kick intérieur là qui marchait très bien. Et pour le coup, je pense qu'il aurait dû capitaliser un peu plus là-dessus. Ouais. Moi, je pense qu'il aurait dû lâcher sa droite plus tôt. C'est vraiment dans le dernier round où il travaille avec son cross, son jab Ouais. cross. Et ça Ah, touche bien, hein. mais tu vois, ça, par contre, c'est le travers de Strickland. C'est que il sait que quand tu t'ouvres dans le combat, bah forcément, tu prends plus de risques. Et il se permet juste de le faire dans la dernière ligne droite du round 5. En fait, il est composed. Tu vois, il est vraiment focus Ouais, sur ouais. son combat pendant les 4 rounds et demi. Et sur le cinquième, il se permet un peu plus de fantaisie parce que il se dit, même si je me fais sonner de toute façon, à mon avis, c'est ça dans sa tête. Même si je me fais sonner, de toute façon, il reste 30 secondes, je peux survivre. Tu vois. Mm. Moi, je le prends Donc, comme ça aussi. Ouais. Mais c'est donc ouais. dommage. C'est dommage. Je pense qu'il aurait plus de finalisation s'il accélérait plus tôt. Et Duplessis en boxe, c'était pas dégueu non plus. Alors c'est un peu plus farfelu, hein, tu vois, il envoie C'est son plus style. de, C'est c'est son son style. style. Mais en même temps, il a sorti beaucoup de pierres tournées au corps, tu vois, et c'est technique, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, effectivement, des deux, le plus technique reste Strickland. Et franchement, ne pas le reconnaître, c'est malheureusement ne pas connaître la boxe, entre guillemets, parce que, alors c'est vrai que sa garde, en dehors de la garde Philippe, c'est sa garde où il a les 2 points devant, c'est dégueulasse. Ses blocages façon karaté, tu sais, où il va chercher loin, À l'instant, enfin, quand je dis c'est quasiment à dégueulasse, l'instant, ouais. voilà, c'est pas dégueulasse en fait, c'est que c'est son style à lui, hein, mais c'est pas académique, c'est pas Mm. propre. Sa Mais par manière de contre, marcher aussi, de se déplacer voilà, en fait. Il y a ça aussi ouais. dans le compte, c'est qu'il marche. Mais dans les phases d'attaque, dans la pureté de son jab cross et tout ça, l'angle qu'il prend, le dégât qu'il cause, les feintes qu'il fait pour pouvoir justement arriver à le placer plus facilement. Je suis désolé, mais c'est super propre. C'est Mm. très très propre. C'est un des jabs les plus efficaces et les plus propres de l'UFC. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc il faut pas lui retirer ça. Et tu sais, de se dire, voilà, ça y est, c'est bon, on est débarrassé de lui. Et je vous aime, Café Crème Sport, vous le savez très bien, parce que là, je vais dire, mais de dire qu'il n'aura peut-être plus de chance au titre et qu'il va redescendre dans le classement et qu'on va plus entendre parler de lui, on en rediscutera. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il va rester là. Je pense qu'il va rester dans le top 5 et je pense que et même il aura peut-être d'autres chances au titre parce Mais qu'il va je falloir pense, le passer le Strickland et c'est quand loin je vois d'être le top d'être 5, gagné. quand je vois le top, tu vois, je le vois battre un Costa. Je le vois Oui, battre, alors battre, je sais pas, mais potentiellement, je le vois battre un Whittaker. ouais. Ouais, franchement, non, je pense qu'il aura d'autres chances au titre, hein. Bien sûr. Moi, je pense pas qu'il va redescendre parce que je crois qu'il parlait de le voir redescendre top 10, top 15, tu vois. Mais Oh non, non, non. non, il va rester top 5. Il va rester top 5 et il va même rester, je pense, dans le top 3. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, parce que c'est pas dit C'est que un combat que je veux, Adesanya, là? ouais, Shimaev, Ouais, bah oui, je ouais. sais, mais on le disait déjà. Bien sûr, je veux voir Je prends Shimaev. Chimaev. Avec ce qu'il a montré là pour se relever, etc.
Sa qualité de défense de lutte, franchement, ouais, j'aimerais bien voir ça. Il a jamais été soumis, c'est pas pour rien. Son Je le endurance et disais, tout. je le disais dans l'analyse, c'est vraiment pour le coup, il a jamais été soumis, c'est pas parce qu'il a pas, il est pas tombé sur des mecs qui étaient en capacité de le, enfin non, il n'est pas tombé sur des mecs qui n'étaient pas en capacité de le soumettre, c'est parce que il a des armes pour ne pas arriver dans la situation de se faire soumettre, tout Ouais. simplement. Et moi aussi, je veux voir ce combat, ça m'intéresse. Même si on a peut-être plus de chances de voir Duplessis, je sais pas contre lui. Après, tout dépend de ce que Adesanya va faire, tu vois. On va en parler dans l'actu, dans l'épisode d'actu. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Ah ouais? Ah, j'ai Ouais. pas vu. J'ai pas vu. Ok. Bah, je te fais confiance parce que j'ai pas suivi. Ok. Mais ouais. En tout cas, il faut pas l'enterrer Strickland. Il est encore là. Il sera encore là. Vous inquiétez pas. Et en plus de ça, c'est pas quelqu'un une défaite va le démoraliser et qui va perdre tous ses moyens. Non, je Non, pense je pense que pas. il est Il a déjà déjà perdu, passé à hein. autre chose. Il a déjà Oui. perdu, il a déjà pris des KO, Et puis là, il a il a déjà une tourné longue la page. carrière, Strickland. Ben oui, il est déjà passé à autre chose là, hein. Ça y est, il est déjà sur la suite de sa carrière, hein. Il est déjà à l'entraînement, il adore ça, de toute façon, il adore se bagarrer. Il est déjà en train de s'envoyer des parpaings avec Pereira, là, il n'y a pas de problème. Donc, d'ailleurs, lui, il a ses petites coupures, mais je pense qu'en termes de dégâts, tu sais, causés, je pense qu'il y a un monde entre lui et Duplessis. Ah, franchement, Duplessis, Duplessis, il il a va avoir pas une revenir tête à là. l'entraînement tout de suite. Ah, il va pas revenir tout de suite à l'entraînement. Il va profiter de sa ceinture, mais parce que, en fait, il va mettre du temps à revenir, je vous le dis. Donc, ouais. Non, non, c'est ça. Maintenant, et c'est ce que j'allais dire, c'est pas dit que si Adesanya revienne et que il reprenne sa ceinture ou non et qu'il revienne sur le chemin de Strickland, c'est pas dit qu'il gagne contre Strickland. Je reste encore convaincu que le style de Strickland est le némésis d'Adesanya. Après, j'ai confiance en sa qualité de boxeur pour trouver des ajustements et peut-être gagner le combat, hein, je dis pas. Mais je pense que s'il ne fait pas d'ajustement et qu'il reste là des années d'avant, je pense qu'il se fait rouler dessus encore une fois. Ouais, je sais pas, on verra ça. Hmm. Et je parle sans ajustement, hein. Tu refais le Ouais, combat ouais. où le mec il continue à penser que c'est le meilleur et dans ce cas-là, il travaille pas en conséquence, tu vois. Il fait pas un game plan appliqué. Donc voilà, après, son génie fait qu'il peut très bien trouver une solution, tu vois. Mais je pense qu'il a du mal avec certains profils à des années. On l'a vu avec Pereira et je pense qu'on le voit avec Strickland. Ouais. Mais je pense que tout le monde a du mal avec Strickland. Parce qu'il est Oui, chiant à boxer, il est très chiant à boxer. oui, eh oui. Et donc, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui met en avant pour être chiant à boxer. Donc c'est pour ça. Donc, ne l'enterrez pas trop vite et ne le dénigrez pas trop parce que c'est quelqu'un qui a une grosse carrière et c'est quelqu'un qui a montré que peu importe ton niveau hein, et peu importe ce que tu lui imposes, il a des choses Il a du répondant. voilà, à mettre en face. Donc voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de cette UFC. Ah, on a fait Donc, 2 heures quand même. euh, oui, presque, mais comme habituel, comme d'habitude. Ça me choque pas. Surtout qu'il y avait des choses à dire sur ce combat-là déjà. On a Ouais, fait surtout sur Evloef et sur celui-là. Les deux c'est qui nous vrai. plaisaient le plus, c'est là où on a fait le plus de temps. Mais parce qu'il y avait des choses à dire. Mais vraiment, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Non, c'était plutôt cool. Podcast d'actu cette semaine. Derrière, on aura l'analyse à faire de Nassourdine Nassourdine Dolidze. contre Dolidze. Par contre, on ne fera pas le débrief complet de la carte de Nassourdine Dolidze. On va pas se mentir. Et c'est même pas sûr, il va falloir qu'on trouve le temps parce qu'en fait tout va s'enchaîner là, donc il faut qu'on trouve le temps. C'est même pas sûr qu'on fasse le débrief sur un podcast dédié de Nassourdine Dolidze. Ah ouais, je Peut-être pense que, qu'on verra si, s'il y a beaucoup de peut-être, choses à dire ou pas. En voilà, fonction, je pense qu'on le mettra dans l'actu. exactement. Je pense que si jamais il n'y a pas un truc significatif à raconter, effectivement, on le mettra dans l'actu. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Merci à tous. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à vous dire de vous abonner, liker, partager, commenter, cliquer sur la cloche des notifications pour ne jamais rien rater, de mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast pour nous donner de la force, de l'énergie, de l'envie de continuer. Merci pour vos commentaires. On a eu Merci des pour, questions pour le podcast d'actu? je ne crois pas. Si je t'ai rien envoyé, c'est qu'on n'a pas eu de questions. Enfin, moi, j'ai répondu à des questions en off, mais c'était sur le JJB et tout ça, mais c'était pas des trucs. Ok. Bon, les gars, Après, il si vous on peut reste une peut-être, journée pour poser vos questions. ouais. Après, si, je peux peut-être regarder les questions, mais il y avait une question sur les. Je sais pas si ça intéresse. Dites-nous en commentaire
une question sur l'explication des grades en JJB. Donc, mais c'est là où on sortait vraiment, vraiment, vraiment du cadre MMA. C'était vraiment une question bien spécifique. Donc voilà. Et puis après, je sais plus, il y avait peut-être une autre question, il faudrait que je regarde. Mais pareil sur le JJB. Faut que je regarde. En tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Merci pour la force que vous nous donnez. Merci pour toutes les personnes qui disent qu'on est sous-coté, qu'on devrait avoir beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues. Donc, bah, ça nous fait plaisir. Hein, Beaucoup pour le plus coup, d'argent. beaucoup plus d'argent. Toi, tu veux que je parle du lien Tipeee, c'est ça? T'as vu la transition? Ah, c'est pas mal. C'était même pas C'est pas voulu. mal. D'ailleurs, merci. On a un tipeur qui nous a fait un petit don il y a pas longtemps. Merci à lui. J'ai plus son nom en tête. Comment je te l'ai envoyé? Est-ce que tu as le nom? Non, tu me l'as pas envoyé. Tu l'as pas. Arrête, Non, mais tu me l'as dit, mais tu me l'as pas envoyé. je te l'ai pas envoyé. Ok. Donc merci à toi. Merci. Bah, je lui ai répondu de toute façon en commentaire. Vous connaissez ma mémoire des noms. C'est tout ça. Voilà. J'ai L'histoire une de très sa mauvaise vie. mémoire. C'est l'histoire de ma vie. Je me souviens pas du nom de mes enfants. De toute façon, c'est pour ça que je l'appelle Bill et Boule. Tu imagines le mec? Eh Bill, eh Boule, allez venez, on va au parc. C'est ça le mot de la fin en commentaire. Il est beau. Bill et Boule, pas mal, pas mal. Bill et Boule. Mot de la fin, exactement. Si vous avez été au bout du podcast, tapez Bill et Boule en commentaire, c'est parfait. Merci à ceux qui jouent le jeu d'ailleurs pour ça. Voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.